Bonjour tout le monde, bienvenue à Ouvre ton jeu. Très contente de vous revoir. Je vais commencer tout de suite par vous présenter nos partenaires parce qu'ils vous donnent des codes promo. Puis je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à les prendre en note. Alors, préparez-vous, c'est maintenant que je vais le faire. On a entre autres Karine Jonca, que vous connaissez. C'est les produits Karine Jonca. Il y a 1000 endroits où vous pouvez les retrouver au Québec. Et Karine, j'ai envie de dire, sa force, c'est que c'est une créatrice de soins, mais c'est aussi une entrepreneure québécoise et ses produits sont tous produits ici au Québec. Alors, toujours agréable d'encourager les gens de chez nous. Et si vous allez sur son site Internet et vous faites l'achat de produits, elle vous offre 15 % de rabais avec le code promo Ouvre ton jeu 15. Et Ross et compagnie, aussi une entreprise québécoise. Il y en a un peu partout au Québec. Et si vous décidez de faire des achats en ligne, il vous offre aussi un code promo de 15 % de rabais. Et le code promo est Rose 15. On a nos partenaires Optoréseau, 86 cliniques indépendantes partout au Québec. Chaque clinique vous offre une expérience locale, adaptée à la communauté et certaines se spécialisent en sécheresse, c'est un mot difficile à dire, en sécheresse oculaire. Puis d'autres vont contrôler davantage la myopie chez les enfants ou encore en basse vision. Donc, vous pouvez vous rendre dans une des 86 cliniques Optoréseau sur le territoire du Québec. Aussi, le Marie Club Espace Mieux-être, donc mon lieu numérique où il y a des ateliers, où on est déjà maintenant quelques milliers de membres à en faire partie de cette grande communauté. Et il y a quelques semaines, on a lancé le programme Choisir d'être au cœur de sa vie. Si ça vous intéresse d'embarquer dans le Marie Club, le programme est inclus. C'est un programme sur 12 semaines et vous avez accès à l'ensemble de la plateforme. Donc, on vous offre aussi 15 % de rabais. Vous vous rendez sur marieclaude.com, vous cliquez sur l'onglet Marie Club et vous vous rendez à l'abonnement annuel. Là, ça a l'air compliqué, mais si vous vous rendez sur marieclaude.com, tout est là. Et si vous rentrez le code promo Club 15, vous aurez 15 % de rabais. On a aussi notre partenaire Mobilia qui fête ses 60 ans en 2026. Ça a été fondé à Montréal. C'est une entreprise familiale. Il y a 9 succursales au Québec et en Ontario. Si vous voulez avoir 15 % de rabais, rendez-vous sur le site web mobilia.ca et le code promo est JEU 15. Alors voilà, ça fait pas mal de rabais. C'est intéressant. J'ai envie de vous lire rapidement 2 commentaires avant de vous présenter l'invité. Celui de Chantal, elle parle de l'épisode de Maxence Garneau où elle dit « Merci infiniment d'avoir reçu Maxence, mon gros coup de cœur depuis Si on s'aimait. Je l'aime tellement, j'ai ri, j'ai pleuré. Quel être humain, merci d'exister. Je me suis retrouvée en toi. Ouf, merci. Merci Chantal. Marjolaine commente l'épisode avec Xavier Dolan. Elle dit « Superbe entrevue. J'ai adoré les moments de silence qui en disent très long. On a compris d'où venait ce jeune homme si talentueux. Son histoire l'a transcendé pour donner de la lumière à beaucoup de gens. Continue tes films. Tu es passionné, vraiment inspirant. Une belle mission de vie. » Voilà, merci beaucoup. Vous savez comme on aime ça vous lire. Et en plus, les autres personnes aussi vous lisent parce que sur les plateformes, quand vous faites des commentaires, c'est ouvert à tous. Alors, c'est beaucoup de partage. Merci. Évidemment, merci à mon équipe. Caroline Dionne à la coordination, Jérémy Boucher aux réseaux sociaux, Elisabeth Lemieux à la mise en ligne, Jonathan Fréchette, la création numérique, Maëlle Ledevin à la captation. Aujourd'hui, je reçois un gars que j'ai connu il y a déjà plusieurs années. Quelqu'un que j'ai connu pendant qu'il était en humour. Après ça, il a été animateur, il a été fou du roi. Et maintenant, il est auteur. Je vous parle de Danny Turcotte. Alors, il s'en vient. J'ai hâte de lui laisser la place parce que, là, il vient de lancer son premier roman. On avait envie de savoir où il en était dans sa vie, qu'est-ce qu'il y avait à nous partager. Donc, je suis très contente de le recevoir. Alors, place à Danny. Quand j'ai fini mon expérience, à Tout le monde en parle, après 17 années et demie, je pense que j'étais rendu à la limite psychologique de ce que je pouvais donner. J'étais usé par toutes ces années de controverses-là. J'étais plus l'ombre de moi-même. J'étais comme un joueur de hockey qui veut pas accrocher ses patins, là.
qui pense qu'il va sortir de sa léthargie, puis qu'il va recompter des buts, puis qu'il va faire son tour du chapeau, puis qu'il va s'en retourner. Mais tu sais, les 2 dernières années, j'aurais peut-être pas dû les faire. J'aurais peut-être dû lâcher avant ça, mais on dirait que comme j'étais un gars de gang, j'étais pas capable d'abandonner la gang, j'étais pas capable d'abandonner le bateau pendant qu'il était encore en mer, j'étais pas capable de me tirer en bas du bateau, je me donnais je me disais non, faut que tu continues, faut que tu ailles au bout de l'expérience, mais j'aurais dû arrêter. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être où on y retrouve plus d'une centaine de classes de maîtres dirigées par des experts, disponibles sur marieclaude.com. Les jeux de table Ouvre ton jeu original et l'édition Couple sont disponibles partout au Québec et sur randolph.ca. Alors, comme je vous le disais juste avant, j'avais très hâte de le recevoir. Puis, je sais pas si on va revenir là-dessus, mais on a passé du bon temps ensemble en faisant la petite séduction. Hey, bonjour, Danny Turcotte. Bonjour, de beaux souvenirs, effectivement. C'était dans un village de la Beauce, je pense. Hey, comment ça s'appelle? Oui, mais c'était comme aux frontières américaines. Oui, je me souviens très bien qu'il y avait un festival du bûcheron. Oui. Mais moi, les noms, je viens un peu perdu. J'en ai fait 246. OK. Fait que ce qui est quand même on va le mettre en sous-titre dans l'épisode. Là, je peux pas me souvenir de ça. Ben, c'était tellement exceptionnel. Ben, cette émission-là était particulière, il faut le dire, là, parce que ça n'existe plus, ce genre d'émission-là, où on déplace toute une équipe technique pour s'en aller dans un endroit pour tourner. Maintenant, il n'y aurait plus les budgets pour faire ça. C'est dans le bon vieux temps de la télé. L'époque dorée de la télé, je te dirais. Oui, puis ça mettait les villages en lumière au Québec. Ça mettait le Québec en lumière. On m'en parle encore pratiquement chaque jour. Je reçois des courriels de gens qu'on a visités. Tu te rappelles-tu de tel monsieur à telle place? Ben, il est décédé. Mais tu sais, j'ai souvent des nouvelles des villages où ils célèbrent encore le fait qu'on est passé là. Fait que ça m'a marqué beaucoup, cette émission-là, puis ça a marqué beaucoup de gens aussi. Ah, puis moi, je me souviens où on est allé, il y avait repeint l'église. Pour l'émission. Pour l'émission, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Mais ça donnait souvent une espèce de coup de dynamisme à la population locale, puis ça faisait que les gens étaient motivés, puis l'amour de leur lieu faisait qu'ils étaient prêts à faire tout pour faire aimer leur village. Puis elle était à la télévision pendant 45 minutes à ne parler que d'un village, c'est quand même pas rien. Ah non, c'était peut-être ça, t'as aimé ça, faire ça? Ben oui, j'ai aimé ça, mais je serais plus capable de faire ça, par exemple. Pourquoi tu serais plus capable? Parce que j'ai la batterie de sociabilité à 100, là, très remplie, parce que j'ai rencontré tellement de monde pendant toutes ces années-là, c'est incroyable. J'ai rencontré, je te dirais, 2 millions de personnes, une à une. Je suis le seul animateur au monde qui a rencontré toute sa cote d'écoute, un à un. Puis c'est la patience, puis aussi le fait de ne pas décevoir les gens, parce qu'il faut toujours que tu sois à ton meilleur, il faut toujours que tu sois de bonne humeur, il faut que tu sois souriant, il faut que tu sois drôle. Les gens ont des attentes. Puis je pense que je pourrais plus les remplir présentement. Pourquoi tu pourrais plus? Parce que je suis complet. Là, émotivement fatigué de voir du monde. Puis ça m'a traumatisé, cette émission-là, parce que j'ai tellement rencontré de monde que des fois, je suis rendu un peu sauvage, je suis rendu un peu farouche. Je vais à l'épicerie, puis je suis un peu craintif que le monde vienne me parler. Oui, mais c'est parce que tu restais là aussi. Je veux dire, tu déjeunais là, on n'a pas idée comment ça là, parce que moi, je l'ai vécu avec toi. Puis une fois, mais tu t'en rappelles? Oui. Imagine-toi ça, 245 fois. C'est qu'on était là pendant 2 jours et demi. Donc, c'était en sortant de l'auto jusqu'en rembarquant dans l'auto, on était avec du monde constamment. J'ai fourré parce que quand on est arrivé à l'hôtel, on allait dormir. La dame a dormi. Ben, je me rappelle, oui, cet hôtel-là, puis le monsieur était en robe de chambre. C'est un monsieur qui nous a accueillis à la réception. Mais ça, j'ai moi, je riais parce que là, sa femme a dit, il y a du monde à la réception. Puis là, le gars se lève tout endormi. Je pense qu'il remet son dentier, puis il vient de nous ouvrir la porte. Mais c'est sympathique, ça. Mais absolument. On était rentrés dans leur quotidien, puis c'est un hôtel de village, c'est pas... Ah non, mais c'est extraordinaire, ça, vraiment. C'est un cadeau dans une, mais comme tu dis, c'est exigeant. Pendant 12 ans comme ça, plus mes 20 années de tournée avec Dominique Lévesque, ça fait comme 32 ans en tournée. Fait que là, t'es quoi? T'es enfermé chez vous, les stores fermés ou... Ben, à moitié ouvert. Non, mais je suis pas si pire que ça, mais c'est sûr que... Mais ça a laissé des traces. Oui, d'avoir rencontré autant de monde, puis d'avoir donné autant d'énergie, ça m'a rendu un peu épuisé. C'est une émission qui m'a épuisé aussi.
Et là, comment tu vas? Je vais bien. Maintenant que j'ai un nouveau métier, ça se passe bien. J'ai décidé d'écrire, puis j'aime beaucoup ça. C'est quelque chose qui me plaît, qui me remplit, qui me stimule, qui me motive et qui me donne aussi une raison d'être. Tu sais, les gens, ils sont pas toujours faciles avec les personnalités publiques. Des fois, ils vont nous dire des choses. Tu sais, depuis que j'ai quitté Tout le monde en parle, les gens vont me dire « Faites plus rien, vous, hein? On vous voit plus, vous faites plus rien. » Comme si la télévision était mais ça, c'est tellement vrai. le centre de l'univers. Donc, si t'es pas à la télévision, tu ne fais plus rien. Ouais. Mais c'est pas vrai. Là, supposons que je suis à l'épicerie. Ben, c'est pas vrai, madame. Je suis en train d'acheter des bananes. Je fais plein de choses. Je dis, on peut vivre sans être à la télé. Puis là, je leur dis toujours, vous en avez jamais fait, puis votre vie se déroule bien. Puis là, elle fait, ah oui, c'est vrai. Puis là, je me fais dire souvent qu'ils s'ennuient de moi aussi. Ça, c'est le fun. Ben oui. Puis là, oui. t'as écrit entre autres un roman. Oui. OK. Les romans, est-ce que ça te fait du bien que ce soit pas, c'est pas ton histoire, c'est pas ta vie, mais c'est créatif, tu fais vivre, tu peux faire dire ce que tu veux. C'est un défi. À c'est un des beau personnages. Défi. Oui. C'est un défi parce que là, tu deviens Dieu. C'est toi qui inventes tout, c'est toi qui crée, c'est toi qui dis elle se sépare, lui il meurt, c'est effrayant, mais c'est ça pareil, c'est que ça occupe mes pensées, ça me motive énormément. J'écris 3 heures par jour à peu près, puis je continue un nouveau là. Puis je passe mon temps à penser à ça, ça m'habite, je vais faire du vélo, je change des mots, je change des phrases. J'écris pour la presse aussi, puis j'aime beaucoup ça. Fait que l'écriture pour moi présentement, ça me comble à tous les niveaux. Oui, puis tu le fais, t'as pas besoin d'être entouré, tu le fais quand tu veux. Pas de pression. C'est parce que j'ai eu une overdose de pression aussi. Fait que le fait de faire une activité seule, solitaire, bien sûr, après ce que je t'ai dit par rapport à la petite séduction, puis la pression de Tout le monde en parle, là, c'est comme si je m'étais débarrassé des deux, puis que là, je prends mon petit thé tranquille, je m'installe. Est-ce que tu te sens plus léger à l'intérieur? Oui, absolument. C'est comme un calme qui s'est installé depuis à peu près 3 ans, dont j'avais besoin. Parce que j'aurais pu avoir des séquelles de Tout le monde en parle, parce que j'ai été là pendant 17 années, puis c'était beaucoup de pression, puis j'étais peut-être pas une personne faite pour vivre la pression non plus. Mais moi, je me souviens quand on a fait la petite séduction ensemble, tu disais à quel point c'était difficile. Tu sais, tes commentaires, là, tu venais de finir la saison, je pense, quelques jours avant. Puis c'est comme si tu recommençais un peu à respirer. L'arrivée des médias sociaux a changé la donne beaucoup pour les métiers comme la télévision, où on recevait dans notre salon des bêtises et des insultes et du mépris. C'est bien beau de dire j'ai une carapace, je suis fait fort, mais ça finit par t'atteindre, puis ça finit par te miner, puis ça finit par t'enlever une certaine confiance en toi, puis ça peut devenir difficile pour des gens plus fragiles. Tu sais, Guilla, je sais que lui, il est pas, il a comme une armure contre ça, mais moi, je l'avais probablement pas naturellement. Fait que j'ai trouvé les années de médias sociaux difficiles, puis aussi toutes les autres années avant, c'était des lettres, des courriels. Fait que tout ce côté-là des gens qui réagissent à une émission, puis c'était une émission qui était hyper regardée, écoutée, scrutée. C'est comme si on était sous un microscope là, pendant 2h15 de temps à chaque dimanche. Puis ça, ça m'a usé tranquillement. Puis après 17 années, j'étais fatigué. OK. Fait que là, je suis contente de te voir que tu vas, oui, que je vais tu bien. vas bien. Oui. Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton jeu? Oui, je m'ouvre le jeu. Tu t'ouvres le jeu. Alors, les questions vertes, des questions d'ordre général. Questions jaunes, on commence à être plus spécifique. Questions rouges, c'est des questions assez profonde, très plus profonde. Question Patreon, c'est la question Spaceman. Après ça, tu as le niveau Eros et compagnie. On commence par Eros, envoyez. Tu veux-tu commencer par... C'est sensuel et sexuel. J'attends tout le temps que la personne ait réchauffé un peu. Non, on va se réchauffer. On va se réchauffer un peu. Après ça, on termine cette belle rencontre-là avec la question Opto-Réseau. Et tu as le Joker en tout temps quand je te pose des sous-questions. C'était mon travail, le roi du Oui, c'est vrai, c'est vrai, tu étais le Joker. J'étais le Joker. Alors là, qu'est-ce qu'il fait le Joker? Je peux remplacer une question par... Non, c'est que des fois, je pose souvent des sous-questions, puis quand ça te tente plus, tu dis non, ça me tente pas d'aller là. OK. Tu mets ton Joker, puis on passe tout de suite. À ce moment-là, je ferme mon jeu. Tu fermes ton jeu. Tu as le droit de le fermer. On ouvre le jeu ou on se ferme Et tu as le droit de le fermer une fois le jeu. Ah, une fois seulement? Oui. OK, c'est une grosse décision. Oui, c'est ça. Tu peux aller réfléchir. Okay. Tu peux revenir. C'est bon. Tu peux appeler quelqu'un. Tu peux. Alors, tu les brasses et tu m'en donnes 5.
Ça, tu peux appeler quelqu'un et dire est-ce que je mets mon joker ou pas? Comme c'est dans Taxi payant, je pense, c'est l'émission qui avait le droit d'appeler quelqu'un. Dans plusieurs quiz, en fait. Là, je t'en donne 5, je les regarde. Non, tu me les donnes. Je les donne sans regarder. Mm-hmm. Voilà, puis celles-là sont rejets. C'est ça. Ça, tu vas les apporter chez toi. OK. Non, ça, c'est ton jeu. Tu t'en Quand vas je vais avoir avec. le goût de me poser des questions, je vais aller là-dedans. Exactement. Quand tu as envie d'en savoir plus sur toi, tu sortiras ça. Alors là, tu vas en choisir une à laquelle tu devras répondre. Et moi, après, je vais en choisir une des 4 qui va rester. OK. Donc, de quoi as-tu peur? Quel est ton plus grand complexe? Quel genre d'enfant étais-tu? Qu'est-ce que l'on te reproche le plus souvent? Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Là, il faut choisir celle qui nous rend le plus confortable ou le plus inconfortable. Toi, tu dois préférer le plus inconfortable. C'est comment tu le vis. Non, moi, j'impose rien. On s'ouvre le jeu ou on se l'ouvre pas? C'est comme tu veux. Je te dis, moi, j'impose rien. Tu y vas avec... J'ai pas peur d'aucune des questions, en fait. Quel genre d'enfant étais-tu? Ça m'intéresse. Bon, vas-y avec ça. Parce qu'il y a un côté thérapeutique aussi à parler de son enfance. Je réponds tout de suite? Oui, attends, c'est le temps. Bon, elle est ici. Oui, tu réponds tout de suite. Ouais, est-ce qu'il faut que je la mette ici? On n'a pas encore pensé à ça. C'est drôle parce que j'étais un enfant mature, jeune. Je ne sais pas pourquoi. J'étais le plus jeune de la famille et c'est moi qui étais responsable du cadran, mettons, pour toute la famille. C'est moi qui élevais mes frères, c'est moi qui... Puis j'étais habitué de faire tout par moi-même assez jeune. Puis j'étais un enfant qui aimait beaucoup s'impliquer. Depuis mon primaire, j'ai commencé à faire des spectacles chaque vendredi. Le professeur avait décelé chez moi peut-être... une espèce d'hyperactivité. Elle voulait m'occuper, je pense. Elle m'avait donné la dernière demi-heure de la semaine où je pouvais donner un spectacle. Oui, dans la classe. Je préparais ça toute la semaine. Puis le vendredi, je donnais un show dans la classe. Puis je pense que cette femme-là m'a donné vraiment l'étincelle que j'avais besoin pour commencer à faire ce métier-là. J'en ai parlé régulièrement. Elle s'appelle Lise Hébert. Je l'ai rencontrée quand je suis allé lancer ma biographie à Jonquière. Elle était là. Je l'ai vue. Fait que ça m'a beaucoup touché. Mais est-ce que chez toi, tu pouvais faire des spectacles aussi? Oui, dans ma cour, c'est vrai, on organisait des spectacles dans la remise en arrière. J'impliquais mes amis avec moi, on montait des pièces de théâtre. Vraiment le cliché là, des rideaux sur la corde à linge et tout. Là, je faisais ça. Moi, j'étais vraiment... je voulais faire des choses. J'avais une furieuse envie de m'exprimer. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient. C'est inné, probablement. Ma mère avait un côté artistique assez développé. Puis je pense que ça vient probablement d'elle. Mon père était aussi très drôle, mais j'étais l'enfant qui était gentil avec ses professeurs. Têteux, je dirais peut-être un peu. Je les mettais dans le coup. Tu voulais qu'ils t'aiment, là. Oui, exactement. Je pense qu'on a tous ceux qui font ce métier-là, ont une espèce de besoin d'être aimé. Tout le monde a besoin d'être aimé, mais de différentes façons, bien évidemment. Moi, c'était... Tu mettais de ton bord, tes professeurs. Moi, c'était en faisant rire. Je pense que j'ai découvert vite que c'était un pouvoir de faire rire. Et quand tu réussis à faire rire en mettant le prof dans le coup, c'est encore mieux parce que là, t'es du bon côté du professeur. Puis très vite, je suis devenu impliqué je suis devenu président de ma classe. Après ça, en secondaire 5, je suis devenu président de l'école avec Stanley Péan, qui est un écrivain qu'on connaît bien. Oui. Stanley et moi, on était un couple professionnel. On avait beaucoup de plaisir ensemble. On faisait des spectacles à Polyvalente. J'étais un adolescent. Il y avait aussi mon orientation sexuelle qui était comme un peu dans mon propre placard parce que je ne savais probablement pas moi-même. Fait que ça me poussait peut-être à m'impliquer dans le sens que j'essayais de m'étourdir pour pas me poser de questions par rapport à ça. Mais est-ce que tu avais tu dis que tu le savais pas, c'est comme inconsciemment, tu le savais? Je le savais pas, mais j'avais toujours les plus beaux amis de la classe. Tu avais une attirance. J'avais une attirance envers les gars sans le savoir. Mais t'en avais vraiment. pas pour les filles, en tout cas. J'avais beaucoup d'amis, de filles comme les gays, là, mais je savais pas que j'étais gay. Je l'ai appris peut-être vers 15-16 ans. Si tu le savais pas, est-ce que c'est parce que tu n'en avais pas dans ton entourage, tu n'en entendais pas parler? Il n'y avait pas beaucoup de modèles à ce moment-là. Il n'y avait pas beaucoup de modèles. Tu n'avais pas de modèle pour identifier. Il y avait les seuls modèles qu'on avait à la télévision, c'était des personnages extrêmement efféminés dans lesquels je m'identifiais pas.
Il y avait André Montmorency qui jouait chez Denise. C'est exactement, je pensais à ça quand tu as dit. Puis c'était à peu près les seuls modèles gays qu'on avait. On avait Michel Giroir, puis Michel Giroir, c'est un grand précurseur. Je veux dire, il a ouvert le chemin. Il s'est marié, là. Moi, c'était en 1970, je pense. Ben oui, c'est ça. Enfant, puis on voyait ça dans le journal. Il s'était marié. Ben, c'était pas un vrai mariage. Mais c'est quand même, il s'était marié avec un homme, là, tu sais. Il avait du culot, Michel Giroir. Oui, mais il a ouvert. Moi, tu vois, je pense que c'était avec lui la première fois que j'ai entendu parler, que j'ai compris qu'on pouvait aimer quelqu'un du même sexe. Je pense que c'était avec Michel Giroir. Il y avait Gilda à l'époque aussi, qui était tout un personnage parce que c'était une drag queen avant le temps. Oui, on disait une travestie. Ouais. Mais c'était comme une drague, elle faisait des spectacles. C'était à heure de grande écoute à la télé, puis toutes les pères disaient « Mon Dieu, qui fait une belle femme. » Oui, Jean Guilda. Ouais. Oui, c'est vrai. Puis c'était ça nos modèles. Tu sais, c'est sûr que je comprenais pas trop qui j'étais. Puis tranquillement, je suis tombé en amour avec un de mes amis. Puis là, j'ai réalisé que peut-être que moi aussi, j'étais comme ça. Qu'est-ce que ça t'a fait, ça? Moi, je me suis accepté très rapidement. À 17 ans, j'ai fait un coming out familial à Noël avec de l'alcool. Là, ça aide. J'avais pleuré devant toute la famille, puis j'avais raconté que j'avais un chum, puis que j'étais homosexuel, puis ça avait passé. Je me rappelle qu'avec mon frère qui pleurait d'un coin. Là. Mais ça avait bien passé, puis fait que j'ai eu la chance de tomber dans une famille ouverte d'esprit. Ça aide beaucoup. Tu sais, j'ai jamais vécu d'homophobie. J'ai pas souffert de ça du tout. J'ai peut-être même été homophobe moi-même. Plus jeune, là, quand t'es ado, t'es méchant. Tu sais, toutes les différences dérangent. Aussitôt que quelqu'un est pas pareil comme les autres, on l'attaque sur ça. Ça peut être sur la grosseur, ça peut être sur t'es pas assez gars, t'es pas assez fille, tes cheveux sont roux. Toutes les différences font que les gens sont intimidés. Puis moi, probablement étant humoriste de naissance, j'ai dû faire des blagues à des gens qui les ont blessés, c'est sûr. Ben, tu sais, tu dis que ton frère a pleuré, mais je trouve que tu avais 17 ans, donc ça fait quand même quelques années. Tes parents... Ça fait 20 ans. C'est ça fait 20 ans. Peut-être un peu moins, je sais pas. Mais tes parents étaient très ouverts d'esprit parce que, tu sais, c'était une époque aussi où c'est un deuil d'être grands-parents. Tu sais, maintenant, les gays peuvent avoir des enfants. Tu sais, je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Ça n'existait même pas à l'époque. À l'époque, non. On parlait même que moi, j'ai jamais pensé avoir des enfants parce que c'était tellement pas possible que j'ai évacué ça de mon cerveau très rapidement. Puis j'ai jamais, là, le monde me demande, t'aurais-tu aimé ça être père? Ben, je veux dire, honnêtement, j'ai tellement évacué ça vite de ma vie. C'était pas possible. Que j'ai jamais pensé que c'était possible, alors qu'aujourd'hui, je trouve ça tellement beau de voir des familles de gays avec deux mères, deux pères. Il y a tellement d'enfants qui ont besoin d'amour partout, que ce soit deux hommes, deux femmes, c'est de l'amour dont ils ont besoin. Puis si ces gens-là, on déborde d'amour puis ils sont prêts à donner à des enfants, je me demande qu'est-ce qu'un enfant peut vouloir de plus. Puis mon père était quelqu'un qui parlait pas beaucoup. Fait que c'est sûr qu'il m'a jamais vraiment parlé de ça. On en a parlé plus tard. Mais tu sais, papa, c'était un homme de la génération de Maurice Richard. Là, de peu de mots. Là. Mais quand il y avait un mot, par contre, il était important. Le mot, fallait pas que tu le manques. Ben, c'est ça. Fallait que tu sois présent. Fallait pas que tu clignes des yeux parce qu'il parlait pas beaucoup. Mais parfois, il y avait comme un petit envolé d'émotions. Puis c'était beau de voir quelqu'un qui enfin s'ouvrait le cœur, mais par des petits gestes, par des petites affaires. Il fallait savoir le lire. Quand il nous aimait là, à profusion, il nous mettait juste la main sur la tête comme ça, sans appuyer. Là. Il faisait juste peser un petit peu comme ça sur les cheveux. Il arrivait par en arrière. Puis là, tu sentais que là, tu tournais, c'était lui. Quand il faisait ça, ça voulait dire, mon Dieu, qu'il m'aime. Là. Il explose d'amour présentement. Ça t'a-tu manqué, ça? Ben, je pense pas, parce que tu peux pas donner ce que tu n'as pas reçu aussi. Mon père était un homme d'une autre génération qui avait un père très dur, qui avait un père qui était rigide et qui était lui aussi issu d'un autre père qui devait l'être. Fait qu'à un moment donné, cette masculinité-là difficile se transmet, puis tu le veux pas, mais c'est comme ça. Fait que moi, j'ai essayé de m'ouvrir pour pas répéter les problèmes de mon père.
C'est pas facile non plus parce que je suis un gars, j'ai de la misère à m'exprimer, on a peur de dire nos sentiments. C'était peurant de venir à un podcast comme ça ici avec toi parce que ça s'appelle Ouvre ton jeu quand t'es un homme puis que t'as peur de parler. Mais pour l'instant, ça va bien. Oui, mais t'as fait du chemin par rapport à ça. Oui, mais je pars quand même de cet univers-là. Tu sais, quand on parle de transfuge de classe, j'en suis un aussi. On en est tous. Mon père était un gars de la construction, un rustre qui sacrait. Il y avait un sac dans chaque phrase. Il était même un virtuose du sac. Il conjuguait. Il les faisait tous avec un... Mais c'est ça, lui, il vient de cet univers-là. Ça fait qu'il s'est débarrassé de ça. Puis en même temps, il y a une forme d'amour aussi dans ça. Mon père, je l'aime. Il est décédé aujourd'hui. C'est un être que j'ai adoré et que j'aime toujours, malgré tout ça. Malgré sa façon à lui de s'exprimer qui était un peu malhabile, mais qu'est-ce que tu veux? Mais ça m'a pas manqué. Ça m'a pas manqué parce que j'ai réfléchi. Puis on lit des livres, on voit des séries, on s'ouvre le cœur avec autre chose, mais c'est certain que l'amour d'un père, je l'ai eu, l'amour de mon père. C'est pour ça que moi, il m'appelait son meilleur ami. Fait que ça veut dire beaucoup, là. Il disait, on se parlait au téléphone, il disait, c'est mon meilleur ami. Pour lui dire ça, c'était. Et pour toi recevoir ça, c'était grand aussi. Ben oui. Parce que mon père, ça n'a pas été un homme facile, là. J'en ai parlé dans ma biographie. Tu sais, mon père, c'est un bipolaire qui a été très riche, qui a tout perdu. Fait que on en a eu des problèmes avec ce bonhomme-là. T'étais enfant quand c'est arrivé, ça, tout perdu? T'étais adolescent? Début de l'adolescence, 13 ans. À l'âge où la fierté est fragile, là où tu te construis. Ouais. Puis je me souviens, on riait de moi à l'école parce qu'on avait fait faillite. Les gens, parce qu'on était une des familles les plus riches du quartier. Même si on avait une maison bien humble, là, parce que mon père était pas... Il flashait pas là, son argent. Mais ça a été rough, la faillite, là, quand on a tout perdu. Du jour au lendemain, là, on est tombé sur l'aide sociale. Ce qui est quand même pas facile, puis ce qui est marquant, mais qui est aussi quelque chose qui me construit. Tu apprends beaucoup de ces choses-là. Tu sais, comme le sens de l'argent, la valeur de l'argent. Moi, je fais attention. On me dit que je suis gratteux, mais je suis issu de ça, de cette famille-là qui a tout perdu. Fait que, tu sais, j'ai commencé à passer le journal, j'avais 13-14 ans. Pas parce que je voulais passer le journal, parce qu'il fallait que je gagne de l'argent pour vrai. Là, il fallait que je paye mes vêtements. Ta famille avait besoin de ça. Là. Ben oui, il fallait que je sois autonome, que je gagne mon argent. J'étais le plus jeune de la famille, je suis toujours d'ailleurs. Puis c'est ça, c'était l'apprentissage, le dur apprentissage. J'ai une image qui me revient toujours, moi, ma mère, qui est une femme orgueilleuse, parce qu'elle venait d'un milieu... Elle avait eu de l'argent, elle avait eu accès à ça. Ça fait que ma mère, elle aimait ça, des beaux vêtements, des belles voitures, des bijoux, les voyages. Puis là, du jour au lendemain, c'est l'aide sociale. Puis je me rappelle qu'elle était allée à la Saint-Vincent-de-Paul pour Noël chercher de la nourriture pour Noël. Ça, c'est pilé sur son orgueil, là. C'est la pire chose que tu peux imaginer. Comme enfant, là, à ce moment-là, en tout cas, tu habitais encore avec tes parents, tu étais peut-être plus adolescent qu'enfant. Le fait que ta mère va chercher un panier, est-ce que ça changeait quelque chose au sens de cette période-là de l'année ou c'était plus la famille qui comblait tout ça? C'est une famille dysfonctionnelle. Mon père était déjà plus là. Mes parents se sont séparés très jeunes, probablement autour de la faillite. Tout ça est arrivé en même temps. Mais la faillite a causé ça, j'imagine? Ben, ça se tramait, là. C'était un couple qui allait pas bien. Mon père prenait de l'alcool. C'était pas évident. Les fins de journée étaient souvent un peu brumeuses, là, et même un peu violentes verbalement. Ça fait que c'était pas évident. Ma mère, je me rappelle d'une scène, là, vraiment dure. Elle était en train de nous cuisiner le souper dans son beau poêlon électrique vert dans lequel elle faisait cuire du ballonné qu'elle déglaçait avec du jus de tomate. Et là, je me souviens que le gars d'Hydro était arrivé puis il nous avait coupé l'électricité pendant qu'elle nous faisait souper. Puis ma mère était sur la galerie puis elle criait puis elle pleurait au gars de l'Hydro-Québec. Il se faisait engueuler par ma mère parce que dans ce temps-là, il coupait sans retenue, là, même si c'était en pleine heure de souper ou l'hiver, il coupait l'électricité aux gens. Ça, c'est une scène qui m'a marqué, ça. Mais ça, je peux imaginer quand tu as vécu ça. Tantôt, tu as parlé de ton rapport avec l'argent. Tu
tu t'es comme assuré de jamais en manquer, j'imagine. Ben, m'assurer de jamais en manquer. J'ai été chanceux parce que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, mais j'ai toujours été prudent, effectivement. Mais je sais que ça peut s'arrêter aussi parce que ça s'est arrêté dans ma famille. Fait que je fais toujours attention. J'ai des placements, puis j'ai investi dans l'immobilier, puis tu sais, j'ai fait des moves. J'ai jamais exagéré, j'ai jamais acheté de voiture de luxe. J'ai toujours eu des voitures très humbles. J'ai pas de vêtements trop chers. Tu sais, j'achète pas des sacs. Mais c'est-tu fatigant pour ton entourage? C'est-tu fatigant pour ton entourage? Ou J'ai pu l'être, peut-être, mais j'ai eu des conjoints qui étaient quand même ouverts là-dessus aussi. Okay. Puis j'étais pas si cheap que ça, là. Je mangeais pas juste du ballonné déglacé. Non, mais c'est parce que quand on a vécu, c'est traumatisant ce que tu as vécu, je trouve. Oui, c'est traumatisant, mais en même temps, c'est constructeur. C'est ça. Fait que tu l'as vu positivement avec le temps. Oui, je suis une personne positive, puis je me suis rendu compte que c'était quelque chose de solide, qui m'avait donné une base solide, puis qui m'avait donné des valeurs aussi. Puis que maintenant, j'ai un regard aussi différent sur les gens dans la rue, sur mon côté, là, ma sensibilité sociale. Je peux comprendre qu'il y a une histoire derrière ça. Exactement. Que cette personne-là qui est dans la rue, qui est maintenant un zombie, elle a une famille, puis elle est partie de quelque part. Oui, puis c'est passé de quoi peut-être dans cette famille-là il s'est passé de quoi, puis elle n'est pas là pour rien. Là, exactement. C'est un effet domino de misère qui est arrivé. Là. Et moi, c'est quelque chose que j'aurais voulu faire, ça, aller dans la rue puis faire l'histoire à l'envers. Ben oui, c'est fascinant. D'ailleurs, c'est mon prochain roman. Ah oui, hein? Ben, c'est l'histoire que je suis en train de travailler. Ah, mais c'est vraiment intéressant de faire l'histoire à l'envers. Donner un visage à ces gens-là, parce qu'on les voit, on veut plus les voir, hein, parce que d'abord, il y en a beaucoup. Ouais. C'est une pandémie d'itinérance, puis c'est dû à des raisons, là. Je veux dire, il y a des drogues chimiques qui sont très fortes. Les gens, quand ils sont, mettons, sortis de leur loyer de force pour la rénoviction qu'on appelle, ben, tranquillement, ils peuvent sombrer dans cette misère-là parce qu'ils vont rencontrer les mauvaises personnes sur la rue. C'est un effet domino, comme je disais. Ça va vite, hein? Puis là, pour endurer ce malheur-là, tu as besoin de te geler parce qu'à un moment donné, tu veux plus voir la vie. Fait que là, tu tombes dans ces mauvaises drogues-là. Puis ça, ces mauvaises drogues-là, le crack et le fentanyl et tout, c'est 3 doses, puis t'es accro, là, puis que t'es prêt à vendre ta mère. Là, c'est effroyable. Ton logement, c'est ça. Soit les rénovictions, tu payes plus ton logement, tu te ramasses dans la rue. Une séparation. Des fois, le gars n'était pas équipé pour faire partie, pour vivre seul. C'est souvent les filles qui vont tenir les gars. Hein? Tu sais, les femmes sont pas mal plus solides souvent que les gars. Puis le gars, il se fait sa femme le laisse, puis là, il devient comme un enfant. Là. Puis tranquillement, il va sombrer dans la déchéance, la misère. Puis ça devient... Moi, ça m'arrache le cœur. À chaque fois que je vois des gens dans la rue de même, je ne sais pas quoi faire personnellement. Là. J'essaie de m'impliquer, j'essaie d'écrire, j'essaie de penser, mais je ne sais pas quoi faire. Ça ne me donne rien d'aller me promener avec des paires de bas et de donner ça à tout le monde. Ça ne changera rien. Là. J'ai trouvé le nom de notre village, de la petite exécution. C'était Saint-Pamphile. Bravo! Et voilà. T'as même pas d'oreillette, là? Non, j'ai pas d'oreillette. Ça vient de ton cerveau. Ça vient de mon cerveau. Alors, bonjour. Désolé, les gens de Saint-Pamphile. Puis j'ai un ami qui était né là. Oui, qui était avec nous. Ben oui. Il était avec nous. Je me souviens, Jonathan il avait été adopté par une famille de Saint-Pamphile. C'est un Haïtien. Puis j'étais avec lui tout le long de ma tournée. C'était mon buddy, c'était mon chauffeur, mon ami. C'était avec lui, j'avais du fun. Puis j'avais été surpris de voir le village d'où il venait. Puis j'avais rencontré sa mère. Puis en tout cas, c'était... Mais oui, je te dis, c'était pas un épisode comme les autres. Non, c'était pas pareil. On était en famille. Je me rappelle très bien de l'image de la douane avec les gros camions. Oui. C'était vraiment sur la frontière. Oui, c'était vraiment... Oui, puis la Caisse populaire avait un petit message quand on est arrivé le soir, c'est comme un message électronique où ils vont dire, mettons, les taux d'intérêt sont... Là, c'était écrit « Bienvenue Marie-Claude Barrette ». Tu sais, c'était pas n'importe quoi. C'est cute, ça. À recevoir, là, c'était quelque chose, là, vraiment, on va s'en souvenir. Alors, ma question que je vais choisir... Joker! Sur quel trait de caractère as-tu dû travailler? Ben, plusieurs traits de caractère. On est tous des êtres imparfaits avec plein de défauts et J'ai un caractère un peu bouillant. Je suis quelqu'un qui est impatient. J'ai besoin de travailler ça et je le travaille encore. On dirait que quand le monde ne suit pas, là, je viens comme un peu impatient. Ouais, allume, tu sais, je viens comme un peu... Dis-moi pas ça. On dirait d'être personnel. Je t'ai trouvé très convaincant dans ce cas. Non, oui. Tu retardes le groupe. Non, mais puis on n'a pas tous les mêmes façons de comprendre les choses non plus. Fait que je travaille là-dessus constamment. Je suis impatient. En auto, es-tu impatient?
De plus en plus, puis les gens le sont de plus en plus aussi, c'est épouvantable. Moi, là, quand on me suit de trop près, là, je viens tellement fâché que je suis rendu que faut que je me calme, là, faut que je me parle, faut que je me tasse sur le côté. Parce que mettons que tu roules à 118 sur la voie de gauche, tu retardes pas le groupe, là, puis quelqu'un est en arrière, puis là, il klaxonne, il fait ses lumières de main. Il y en a. Là, c'est rendu des femmes qui font ça. C'est rendu de même, bien certain. Mais sérieux, avant, on disait que c'était le petit ça, gars à calotte de côté, mais c'est une fille qui fait ça. Puis moi, ça me fascine parce que j'arrête pas d'en voir qui zigzaguent. Oui, plein. Il me semble qu'il y en a plus qu'avant qui zigzaguent entre les voitures sur l'autoroute. Dépasser à droite. On voyait pas ça tant que ça. Non. On dit toujours que c'est la pandémie, mais la pandémie a le dos large. Ouais, là, c'est fini. Là, c'est fini, ça fait 5 ans. Oui. Wow. Ça fait que sur la route, tu peux être impatient. Sur la route, je suis impatient. Je suis impatient avec tout le monde. Il faut vraiment que je me parle. Il faut que je fasse attention. Mais je me suis amélioré. Je me suis amélioré beaucoup. Pourquoi tu t'es amélioré? Ben parce que je me tombais sur les nerfs moi-même. Là. Je veux dire, tu viens comme oppressé de vivre une situation qui ne vaut pas la peine de dépenser autant d'énergie. Là, tu fais juste calme-toi. Là. Ça doit venir des tournages, des attentes, je sais pas pourquoi. Parce que ça nous met dans un état, l'impatience, qui est pas intéressant à vivre de l'intérieur. C'est des énergies négatives qui nous grugent, puis qui vont nous donner des brûlements d'estomac, qui vont nous tuer. Il faut corriger ça. Oui, bien, je le travaille constamment. On est toujours en train de se travailler. Là. Puis quand commence à être pas pire, on meurt, j'imagine, c'est à peu près ça. Mais là, qu'est-ce qui te rend encore bien impatient, mettons, à part la route? Beaucoup les humains. Les humains me rendent impatient. Les comportements humains, je trouve des fois que les gens sont... Ils savent pas vivre. Il y a puis on dirait que ça s'est accentué. Des comportements qui sont toxiques. Il y en a partout. Maintenant, tu vois, dans les bureaux, partout, là, nous ne tolérerons plus de sautes d'humeur. Oui. Les gens sont... On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est décoincé dans le discours public, que les gens se permettent des choses qui se permettaient pas. Il y a comme une incivilité qui s'est installée. Puis ça, moi, ça me... Puis moi, je veux pas devenir non plus cette personne toxique-là qui va aller chicaner dans le lobby de l'optométriste. Tu te fais sortir par la police. Il appelle la gardienne qui arrive. Mais c'est vrai, tu as raison. On voit ça de plus en plus. Nous ne tolérons pas les paroles agressives, les propos agressifs. Partout dans les services publics, tu vois ça. Tu vois ça chez le médecin. C'est parce qu'ils l'ont connu. Ils mettent pas ça pour le fun. Là. Les gens pètent des plombs. Je ne sais pas pourquoi on est rendu aussi impatient. Je suis pas le seul, là, mais moi, je suis impatient envers les impatients. Imagine-toi. Ça finit plus. Non, mais je trouve que aussi on est tout le temps pressé. Tu sais, le fait de tout le temps être pressé, ça joue sur la patience beaucoup. Je sais pas si c'est le trafic. On klaxonne plus qu'avant aussi. Il me semble qu'on n'entendait pas klaxonner autant. C'est les travaux, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que les gens... Les pistes cyclables. C'est à cause des pistes cyclables. Moi, j'étais allée au Japon l'été passé et à Tokyo, qui est une super grande ville. Les gens sont patients. Ben, on n'entend pas de klaxon. On est arrivé à Osaka, qui est une ville quand même plus bouillante, je dirais, que Tokyo. Là, OK, ils ont vraiment des klaxons parce qu'on n'entendait pas. Et pourtant, il y a du monde. Puis, tu sais, mettons... T'es dans une voiture, puis la voiture d'en avant, elle attend pour débarquer, puis la personne, elle niaise un peu. Ici, on perd patience. Si on leur laisse pas leur seconde. Mais là, il y a personne qui perd patience. Et j'étais là, mais on est bien dans un monde comme ça. On a beaucoup à apprendre des Asiatiques. Parce que, tu sais, dans le fond, là, nous autres, on a attendu, puis on est vivant, là, tu sais. Mais moi, ça a été, je peux aller là assez longtemps. Je pense que j'aimerais y retourner plus longtemps pour être plus absorbé par ça, tu sais, lâcher prise sur, ben oui, garde, tu vas attendre 30 secondes, là, t'es pas obligé d'avoir C'est pas plus grave que ça, puis essaie de focusser sur d'autres choses, là. Ben, si je klaxonnerais, là, je veux dire, je dirais, même, ce que tu fais là. Puis ça finit, en tout cas, tout ça pour dire que notre population, je sais pas si c'est propre au Québec, je sais pas si c'est nord-américain, si c'est mondial, mais il y a quelque chose qui s'est installé comme une espèce d'impatience généralisée qui rend les impatients impatients. Ça fait que ça devient aussi compliqué pour moi que pour les autres. Oui, parce que des fois, l'impatience, en dessous de ça, il y a une colère. Probablement, oui. C'est-à-dire que ça monte vite. Là. C'est que t'es comme ton presto intérieur est toujours sur le bord de bouillir. Oui. Puis, mais tu sais, moi, des fois, ça dépend des périodes. Des fois, je suis impatiente aussi. Mais je vois que si je regarde les gens qui m'entourent, je le vois dans leurs yeux. Là. Calme-toi. Là, je me dis calme-toi. Là. C'est correct. Là. Parce qu'ils te connaissent. Ben, c'est parce qu'il y a un bout qui m'appartient. Tu comprends? Ils n'ont pas à subir l'impatience. C'est Mario qui pèse sur ton petit presso. Non, si tu fais ça, je vais le devenir plus.
Non, mais tu sais, moi, c'est mes enfants qui vont me le dire OK. là, en premier. Parce que, tu sais, je les vois pas tous les jours. Puis ma plus vieille, elle va me ramener. Elle va dire, je pense que t'es fatiguée, là, ça se peut-tu? C'est sûr qu'un étranger qui me dit ça passe pas. mais tu sais, elle me connaît, puis je trouve que c'est bien de le dire parce que l'impatience, c'est pas le fun pour les gens. Il y a la ménopause aussi. Ah, mais là, c'est fini. Hey, là, parle-moi pas, ça ménopause. Mais il y a l'andropause Ah, aussi ben pour oui, les t'as-tu hommes, vécu ça, toi, Ben, l'andropause? je pense pas, je sais pas. J'ai pas eu de symptômes de chaleur, mais mon impatience peut-être vient de là, je sais pas. Ça s'est développé avec le temps. Ah, ça se peut. Puis aussi, il y a une chose qui me dérange beaucoup, c'est les commentaires sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Mais est-ce que tu es obligé d'aller les lire? Non, mais je me suis calmé beaucoup. J'y vais pratiquement. De toute façon, comme je ne fais plus partie du métier de télévision et tout, je ne reçois plus ma dose de bêtises à chaque semaine et ça me fait du bien. Mais à chaque fois que tu prends position, il faut que tu t'attendes à te faire ramasser. Ah ben oui, mais ça vient avec. Alors, je prends ça. plus position. Ça fait que j'ai trouvé le problème. Oui, mais ça, c'est triste là, quand même. Je prends position avec mes amis, avec mes connaissances. L'autre fois, il y a un conseiller municipal de Québec. Je suis allée faire une conférence à Québec. Il y a un conseiller municipal qui vient me voir et il me dit... Il dit, je pense que je vais tout arrêter. Avec raison. Parce que je veux plus être comme me faire critiquer ses réseaux sociaux. Puis sous le feu. Ben moi, la première chose que je lui ai conseillé avant de quitter son poste, je dis, peut-être fermer vos réseaux sociaux. Tu sais, avant, parce qu'on ne peut pas perdre tout le monde comme ça. On ne peut pas perdre des gens qui ont des opinions. Ben non, on va se ramasser avec une pandémie de... Ben, c'est parce que tu laisses la place à tous ceux-là qui t'ont mis out, là, qui il n'y t'ont aura mis plus personne qui va vouloir aller en politique, qui va gouverner, qui va s'occuper des lois. C'est vraiment un danger. C'est pour ça que moi, je dis aux gens, au pire, fermez vos réseaux sociaux. C'est mieux perdre ça que tout arrêter. Ou faites-les filtrer à la base par une personne de confiance qui va enlever les énergies négatives qui ne servent à rien. Ouais. Parce que la critique, c'est important, puis c'est correct, puis quand c'est bien fait, mais quand c'est juste des insultes au physique ou... c'est comme nous autres, les homosexuels, ils vont nous traiter... Là, les femmes et les homosexuels sur les réseaux sociaux reçoivent un peu le même genre de bêtises. Moi, j'en reviens toujours pas. Toi, t'en reçois-tu encore? Des fois, là, mais moi, je les flush. Là, je veux dire, c'est pas... puis je vais te le dire, là, puis je le dis à tout le monde de le faire. Quand on a une page Facebook, là, ou une page Instagram, ou peu importe, là, moi, des commentaires négatifs, je me pose pas de questions, là. Sont bannis, là, je les enlève, je n'ai pas de... Je les bloque. Moi, si tu peux me dire, regarde, j'ai pas aimé ça, parfait, il y a du respect, c'est pas une chambre ça, c'est d'écho, correct, là. C'est même sain. Mais c'est une façon de dire les affaires, puis quand on insulte les invités, moi, c'est bloqué, je veux dire, il y a pas... Je suis pas en train de réfléchir, est-ce que... Non, c'est de l'agression. Si je le croisais dans la rue, ça marcherait pas. Pourquoi ça marche sur une page? Puis je vais te le dire que je trouve que les diffuseurs au Québec qui ont des pages pour leurs émissions ne font pas attention à ça. Tu participes à une émission, tu t'en vas te livrer, puis tu te fais planter sur la page de l'émission sur Facebook, puis il n'y a personne qui réagit. Moi, j'appelle, je m'excuse, moi, j'ai participé volontairement. Ben, ça prend quelqu'un, puis là, mais la liberté, il n'y a pas de liberté d'expression. Là. Non, là, c'est de la liberté de sécrétion. C'est de l'agression. Ben c'est de l'intimidation. Ben, vous faites des émissions contre l'intimidation, contre ça, puis vous laissez ça passer, c'est non. C'est comme s'ils se sentent mal de bloquer quelqu'un. Voyons, la plupart du temps, c'est des robots, là. Hein? Ouais, les médias sont en partie responsables de ça aussi, parce qu'à chaque émission, on dit aux gens, écrivez-nous, on veut vous entendre, on veut vos commentaires, on veut, tu sais, à un moment donné, t'ouvres les valves. Mais il faut les gérer. Oui, ça prend un filtre. Si tu n'as pas les moyens, moi, on m'a dit, on n'a plus les moyens. Si tu n'as pas les moyens d'avoir un modérateur sur une page Facebook, en aie pas. Faut pas t'en aies. Parce que c'est pour les gens qui ont des bons commentaires ou qui ont des commentaires constructifs, eux autres aussi se sentent agressés quand ils arrivent dans ces lieux-là. Tu sais, oui, il y a la personne qui reçoit, qui est la personne principale, mais toutes les autres, là, ils se mettent à répondre, à se pogner entre eux autres. Ça finit plus. Puis là, ils finissent qu'ils savent même plus pourquoi ils chicanent, parce qu'ils savent pas l'origine de la chicane au début. Ou ils n'ont même pas lu le texte sur lequel ils chicanent. T'imagines, t'as quelqu'un qui est chez eux, il écoute une émission, il va faire un commentaire, lui, tout va bien dans sa vie. Puis là, finalement, il se fait rentrer dedans ou il décide de répondre à quelqu'un, tu y vas un peu fort. Puis là, ça part une chicane. Tu sais, ça n'a aucun sens. Fait que moi, je me dis... L'alcool au clavier aussi, hein. Il y a des gens qui écrivent bien chaud. Mais il faut... moi, je dis toujours aux diffuseurs, en tout cas, si vous avez une page Facebook, là, faut avoir les moyens de la gérer. Ça prend un modérateur. Sinon, vous fermez la page, là, parce que c'est ceux qui font... même telle mère, telle fille, là, à Canal Vie, là, sur la page Facebook de telle mère, telle fille...
sais, c'est du monde volontairement qui se sont allés tout montrer leur vulnérabilité, puis là, ils se font rentrer dedans. Excusez-moi, pardon, mais on va enlever ça, là. Ben non, ça Puis là, c'est rendu que les filles se défendaient. C'est non, c'est pas possible. Là, ça a été réglé, mais il faut protéger le monde. Tout le monde en parle, c'est effroyable, tout ce qu'on pouvait recevoir. Moi, dans ce temps-là, il y avait Twitter qui était très fort, puis Twitter rentrait chez moi, là, le monde rentrait chez moi, carrément, pour m'insulter tous les dimanches, puis on était là comme des accros à être là en ligne, à leur répondre. Tu sais, c'est vraiment malsain, là. Mais toi, t'as fait des... Ben, j'ai fait comme Guy faisait ça. Fait que je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire. Fait que je suivais un peu la façon de faire. Mais c'est minant, c'est dur, ça brise une personne. Oui, puis tu sais, les gens qui sont pas nécessairement des personnalités publiques, mais ils savent tellement de quoi on parle parce qu'on les voit tous, ces commentaires-là, passer. Avant, on n'avait pas ça, mais c'est vraiment des agressions. C'est des toilettes publiques à ciel ouvert. Et boyant, c'est quand même quelque chose, t'as vécu ça. T'as vécu ça. Niveau rouge. Hey, là, niveau rouge, on tombe dans un nouveau niveau, là. On a-tu fait le niveau jaune? On a-tu fait déjà ça? On n'a même pas fait le jaune. Attends, on n'a pas fait le jaune. Le niveau rouge. On jase trop. Il me semble qu'on n'est pas rendu là. Niveau jaune, tu m'en donnes 4, s'il te plaît. Ça, c'est les plus... Non, là, c'est moyen. Là, ça commence à être plus personnalisé. C'est là qu'on va... Quel genre d'enfant étais-tu? C'est quand même assez personnel. Oui, mais ça s'adresse à tout le monde. Tu sais, tu pourrais être n'importe qui. Je pourrais poser tout le monde. Là, celles-là sont sélectionnées pour moi. Oui, plus. Oui, c'est ça. Ça combien? va être plus masculin. Tu m'en donnes 4, oui. Attends, tu m'en donnes... Attends, mais là, c'est moi qui ai... Oui, mais tu m'en donnes 4. C'est ton balado. Tu m'en donnes 4. On ne comprend même pas son balado. Comment veux-tu qu'on suive? Tout mélangé. Tu m'as craqué. Moi, les réseaux sociaux, je pense que ça me craint beaucoup. Ben, moi aussi. Puis là, c'est un problème social. Hey, c'est un problème social. Puis t'as l'autre à l'autre bout, le monsieur qui dirige le pays voisin, qui encourage ça. Là. Il décoince tous les bullies se sentent corrects de le faire puisque lui le fait. Mais tu vois, moi, il y a des gens que j'ai invités à venir ici et qui m'ont dit, écoute, je suis pas capable d'y aller parce que je veux pas gérer les réseaux sociaux après. Tu sais, c'est terrible, là. Ben oui, ça empêche les gens de faire des shows. Oui. Ou ils veulent pas se mettre sous le feu de ça, non? Oui, c'est ça. Bon, alors celle-là, tu as peut-être un peu répondu, mais pas dans ce sens-là. Comment ta relation avec l'argent a-t-elle évolué? À quel moment as-tu pris des risques dans ta vie? Quel est le plus grand défi que tu as eu à surmonter? Quel est le plus grand legs de ton père? Je dirais que mon papa, moi. Tiens, vas-y. Ben, parce que ça me tente de parler de lui, parce que je l'aime beaucoup. Tu sais, malgré tout ce que j'ai dit, que c'est un homme de peu de mots, mais c'est un être exceptionnel aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'exceptionnel, ton père? Il avait une grande résilience. Mon père était capable de... D'abord, il était toujours de bonne humeur. Je l'ai vu au fin fond du Barry, dans un hôpital psychiatrique, dans une robe de chambre bleue de malade. Puis il avait encore le goût de faire des blagues. Il était encore résilient. Puis il aimait la vie de façon... il aimait ça. Je me rappelle d'un hiver, on avait patiné sur la patinoire de la maison de campagne de mon frère. Puis mon père, il avait peut-être 70 ans, 75 ans. Puis on patinait. Il m'avait dit, j'ai le goût... Lui, au lieu de dire « j'ai le goût de vivre », il disait « j'ai le goût de rire encore ». Ah, c'est beau, ça, comme j'ai le goût de rire encore. Puis pour lui, vivre, c'était rire. Puis il riait de tout, mais sans non plus rire de façon pas raisonnée, parce que c'est un homme qui avait beaucoup de phrases, là, toutes comme des phrases que tu retrouves dans des assiettes. Il était bon là-dedans. Tu sais, la vie, c'est une jungle, mais quand tu as compris, c'est un cirque. Il faisait des paraboles. Mais en même temps, il y a quelque chose, c'est spirituel. Oui, mon père était un croyant. Moi, je ne le suis pas, mais lui, il allait à l'église jusqu'à sa mort. Puis j'ai même su qu'il était comme bénévole à l'église de l'hôpital où il allait à chaque semaine. C'est lui qui faisait la quête ou je ne sais trop pourquoi. J'ai su ça après sa mort quand j'ai rencontré le curé pour préparer la cérémonie, parce qu'on a fait une cérémonie religieuse parce que mon père était religieux, donc c'était le respect pour lui. Puis c'est un homme qui a tout perdu, comme je disais, qui a fait faillite, qui a eu une crise de bipolarité, là, disons, autour de mon âge. J'avais autour de 60 ans, parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait avant. Mais penses-tu que sa faillite est reliée à sa bipolarité? Ah, c'est complètement relié, parce qu'il avait monté sa compagnie là, qui avait hérité de son propre père, qui s'appelait Dieudonné Turcotte et Fils, d'où le nom de ma biographie, D. Turcotte et Fils.
ben, il avait hérité de cette compagnie de construction-là où il y avait peut-être 2-3 petits camions. Puis quand il a fait faillite, il a fait une faillite d'1 600 000 en 1976. Donc, il avait tout monté ça. Puis c'était aussi son énergie de bipolaire qui l'avait poussé vers ces succès-là. Mais c'est aussi ça qui l'a tiré vers le bas aussi parce qu'à un moment donné, il avait perdu le contact avec la réalité. Il voulait plus signer les chèques de paie. Il avait pas fait de rapport d'impôt depuis 4-5 ans de compagnie. Puis à un moment donné, le gouvernement est arrivé dans ses papiers puis tout était tout croche. Puis c'est là qu'il a tout perdu. Puis c'est là qu'il a perdu pied complètement aussi avec ma mère. Toute sa vie, il est passé de chef d'entreprise à pensionnaire dans une maison chez mon oncle dans sa petite chambre dans le fond. Là. Mais tu sais, sa bipolarité, moi, j'ai jamais connu la période sombre. Parce que normalement, dans la bipolarité, tu as le noir, et tu as le blanc, blanc, blanc. Mais lui, il était toujours dans le blanc, blanc, blanc. Il était toujours high. Il n'était pas down. Je l'ai vu down un peu. Parce qu'à un moment donné, il est venu vivre à Montréal, puis là, il a fait une grosse crise de bipolarité. J'étais obligé de l'entrer à l'hôpital psychiatrique, là, à l'hôpital Notre-Dame. Puis là, il a été là pendant 3 mois en cure fermée. Puis là, ils l'ont déconstruit avec la médication. Ils les déconstruisent comme s'ils repartaient à zéro. Ils font une reset de la personne. Fait que là, pendant qu'il est à son zéro, là, il marchait comme tu vois dans les films où il y a des gens qui souffrent de maladies mentales dans des hôpitaux psychiatriques. Ils l'ont neutralisé. Ils l'ont neutralisé, l'humeur totalement. Ils l'ont reconstruit tranquillement. Je me rappelle, pendant qu'il était à l'hôpital, à un moment donné, il m'appelait, puis il avait pris comme le contrôle du département où il était. Puis là, il disait, OK, prends-toi un crayon et un papier. Il dit, là, tu vas me faire des commissions. Puis là, il me disait, tu vas apporter 2 cartons de cigarettes de tel, 3 cartons. Puis là, il voulait vendre des cigarettes sur le département de psychiatrie. Puis là, je dis, papa, on va se calmer. Là, on va... à un moment donné, il m'appelle, il était dans une caisse populaire à Longueuil. Puis là, je parle au gérant de la caisse. Il dit, votre père est devant moi, il veut faire un emprunt d'1 million. Je dis, ah ouais. Il dit que c'est vous qui allez signer. Je dis, ah oui, OK. Puis là, il dit, là, j'ai dit, papa, passez-moi là, je vais lui parler. Puis là, je dis, papa, qu'est-ce que tu fais là? Ben, il dit, c'est parce que là, il dit, je veux construire un aéroport à Chicoutimi, à Saint-Ambroise, où mon frère restait. Il dit, je le sais. Il dit, j'ai souvent remarqué, les avions passent tous là. Il dit, ils vont arrêter. Là, je dis, OK. Oui. Puis là, j'ai dit, papa, viens-t'en à la maison, on va en parler. Puis là, il m'a repassé le banquier. Puis là, je dis, là, vous avez devant vous une personne malade. Puis là, il est revenu à la maison. Mais là, c'est là que j'étais obligé de l'envoyer à l'hôpital parce que là, il avait atteint le top. Là. Mais comment t'as vécu ça, toi, personnellement? Très traumatisant. Je me rappelle, j'étais allé donner des spectacles d'humour, puis j'avais cette idée. Quand je l'avais entré à l'hôpital, cette journée-là a été une des pires journées de ma vie. C'est très traumatisant, là, parce que j'avais été obligé de faire venir la police, l'embarquer dans une ambulance. Pas de force, mais ils ne voulaient pas y aller. On n'a pas le droit de rentrer quelqu'un de force dans une ambulance. Les policiers n'ont pas le droit non plus. Il faut que la personne accepte d'y aller par elle-même. Fait que j'avais réussi à le convaincre d'aller se faire examiner par un médecin qui allait déclarer qu'il était dangereux pour lui-même et pour la société. Parce que là, il lui pose des questions à ce moment-là, quel jour on est, qui est premier ministre, puis là, il n'était plus là. Il avait tout perdu ses contacts avec la réalité. Puis je l'ai rentré à l'hôpital cette journée-là, puis le soir, je donnais des shows, un show d'humour avec le groupe sanguin, puis je me rappelle, là, aller faire rire les gens quand tu es dans une situation dramatique comme ça, là, c'était comme un cauchemar. Mais surtout de rentrer de force aussi, tu sais. Oui, mais là, un coup qui a été rentré là, j'étais content parce que je me disais, il est en sécurité, ils connaissent... C'était la chose à faire. C'était la seule chose à faire, parce qu'à un moment donné, il marchait dans la nuit. Il disait qu'il avait la mission de sauver les jeunes du Québec. C'est parce que ce qui est terrible dans cette maladie-là, là, quand ils sont en crise comme ça, c'est que lui, il croit à ça. Là. Ben oui. C'est drôle, l'histoire de l'aéroport, ça m'a fait rire, mais lui, là, il est convaincu qu'il veut... Il me disait à un moment donné qu'il était sur la rue, puis il y avait 40 policiers alignés. Là, il marchait. Il marchait sur le trottoir, puis à mesure qu'il avançait, il descendait leur calotte. Mais lui, là, il avait vu ça pour vrai, là. C'est ça. Puis à un moment donné, pendant qu'il était à l'hôpital, j'ai reçu un téléphone. Elle dit, c'était un optométriste. Elle dit, on a reçu les lunettes de votre père. Là, je dis, ah oui, quelles lunettes? Elle dit, il est venu se faire des lunettes ici la semaine passée.
À cette époque-là, ça fait longtemps, c'était des lunettes à 1500 $. C'était comme 5000 pièces aujourd'hui. L'optométriste, ça commence à dire « C'est un homme de goût, votre père. » Le cœur me débattait. Puis je les ai payés, puis je les ai apportés à l'hôpital. Il avait fière allure avec ses lunettes en argent sterling, puis sa soutane de malade. Et puis quand il est sorti de l'hôpital, il se rappelait de tout. Il se rappelle de tout. Il se rappelait des lunettes et tout. Là. Il y avait ton numéro de téléphone. Oui. En tout cas, c'est un homme d'exception. J'ai aimé mon père. Puis les 25 dernières années de sa vie, pure fête de crise. Tout a bien été. Il a réussi à trouver la bonne médication. Il prenait sa médication, puis il était juste drôle. Il était de bonne humeur. Puis il a fait 25 dernières années vraiment là... en plein contrôle de lui-même. Il était sobre aussi pendant Il a arrêté de boire parce qu'il buvait probablement pour s'auto-médicamenter parce qu'après le diagnostic, il n'a jamais rebu sans même aller se faire des C'est intoxiquants. magnifique l'histoire que tu racontes parce que combien de gens vivent ça puis n'osent pas le dire parce qu'il y a un tabou, il y a une honte aussi associée à ça, tu sais, de rentrer ton père à l'hôpital. Puis c'est traumatisant. Puis j'allais le voir à chaque jour. Là. Puis tu le vois dans cet état-là, tu sais. Puis lui, il est convaincu, sa réalité est distorsionnée. Je l'ai vu au fond du baril. Fait que c'est sûr que le fait que j'ai vécu ces problématiques-là avec lui, puis il est resté une année complète avec moi et mon chum de l'époque dans l'appartement. On l'a reconstruit. Il s'est reconstruit lui-même. Mais tu sais, quand il est sorti de l'hôpital pendant 1 an, c'était un être qu'il fallait qu'il travaille sur tout. Là. Il repartait de zéro. Là. Il faisait lire des livres. Puis je me demande si les mots rentraient. Là. Il était assis avec son livre, mais il était un peu zombie. Puis tranquillement, il est revenu. Tranquillement, il s'est remis à sourire. Tu as participé vraiment à sa reconstruction. Puis c'est pour ça que quand je vois des gens sur la rue, je pense aussi à lui. Parce que s'il n'y avait pas eu personne pour s'occuper de lui à ce moment-là, il aurait peut-être pu finir dans la rue. Il y a beaucoup de gens qui sont sur la rue qui ont des problèmes de santé mentale, qui n'ont pas eu d'entourage pour les aider, qui n'ont pas pris leur médication, puis qu'il n'y a personne qui était là pour leur tendre la main. Mon père, je suis content d'avoir fait ça, en tout cas. Oui, ça, tu peux pas avoir de regret de ça. Non, je suis content. Les 25 dernières années, est-ce qu'il les a passées dans la région de Montréal? Non, il est retourné vivre au Saguenay. Il avait une conjointe là-bas, puis il faisait une belle petite vie tranquille, puis il disait qu'il n'avait jamais été heureux comme ça, là, de toute sa vie, malgré qu'il n'avait plus d'argent, malgré qu'il avait tout perdu. Il s'ennuyait pas du tout du moment où il avait du pouvoir et de l'argent. Il était heureux au quotidien de tellement des choses simples, le soleil, le vent, la température, la neige, la télé, il était heureux naturellement. Je pense qu'il y avait une champlure à sérotonine qui fonctionnait très bien. Oui, parce que quand tu levais à son plus bas, tu n'aurais jamais pu imaginer ça. Je pensais qu'il s'en allait vers sa perte, mais finalement, il a donné un petit coup de pied dans le fond du baril puis il est revenu en haut. Puis est-ce que c'est cette résilience-là qui t'a légué? Oui. C'est cet exemple-là que je trouve très beau, de tomber si bas et de se remonter. Puis aussi d'avoir du plaisir avec des choses simples. L'ambition, c'est bien beau, mais à un moment donné, la vie est courte. Oui, absolument. Il faut profiter du temps qui passe parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. J'ai perdu beaucoup de gens, moi. Ça a été difficile? Ben oui, c'est dur. C'est dur de voir partir des gens que t'aimes. Dominique, Benoît Léger, avec qui j'ai fait la petite séduction. Ben oui, qui était avec nous. Il est décédé en 3 mois d'un cancer du pancréas. Bing, bang. Il était jeune, Benoît. Là. Il avait 59. Oui. Mon ami José a perdu son conjoint l'année passée. C'était un sportif de haut niveau. Il est tombé en vélo, il a perdu connaissance, il s'est réveillé à l'hôpital. Il avait un cancer du cerveau en phase terminale. Il est mort 3 mois après. Bang. Il n'y avait aucun signe avant-coureur. Avec tous ces exemples-là me disent qu'à un moment donné, la carrière, c'est beau, mais il faut aussi penser à vivre, puis être capable de vivre et de profiter de ces... Tu sais, quand on dit profite du moment présent, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Il faut essayer de le voir, le beau dans les choses. Si t'es dans le bois, regardez, profiter du vent, du petit vent, essayer de se concentrer sur des petites choses. Oui. Mais mon père me léguait ça. Mais c'est tout un legs, là. C'est un méchant beau legs, là, ça, vraiment. Attends, on a peut-être parlé. Je parle trop, hein? Hey, pour un gars qui n'est pas capable de s'ouvrir, c'est pas pire. C'est pas pire, mais tu parles pas trop, OK? Hey, ça, non. Ici, on parle jamais trop. T'en as-tu déjà eu un balado qui a fait 4h30? Non, le plus long, à ce jour, si je me trompe pas, je sais pas si on l'a pas battu. Toujours autour de 2 heures. Hein? Ben, il y a Benoît Brière, je me demande si on l'a pas battu l'autre fois. En tout cas, Benoît Brière, on a fait 2h37 minutes. Puis après, il m'a dit, est-ce que c'est déjà fini?
Oui, il faut aller manger. Là, on a faim. Mais j'arrêtais pas d'apprendre des choses sur Benoît Brière. J'étais fascinée par cet homme-là, par son parcours de vie, vraiment. La question, à quel moment as-tu pris des risques dans ta vie? Des risques? Ouais, t'en as-tu déjà pris? Ben, je cherche là, quel risque j'ai pu prendre. Le risque de partir de ma région, venir m'installer à Montréal, ça à cet âge-là, c'était pas vraiment un risque parce que c'était naïf. Je le faisais, je suivais la gang, fait que c'était pas dangereux. J'ai monté le Kilimandjaro. Ah! Un peu naïvement. Je fais tout un peu naïvement. D'ailleurs, même venir ici, c'est un peu naïf. Mais le Kilimandjaro, t'as fait ça naïvement? Ben, j'ai rencontré une fille, Marie-Josée Primo, qui est une peintre maintenant dans le Vieux-Montréal. Puis à ce moment-là, elle travaillait pour TELUS. C'était une leader de la compagnie. Puis là, elle m'avait rencontré. Elle voulait chercher un porte-parole pour monter le Kilimandjaro, pour une cause, pour Care Canada, pour construire une usine de jus de fruits en Afrique. Puis moi, j'avais du temps, puis je trouvais l'exercice intéressant. Puis André, mon ami, à ce moment-là, il avait eu un accident d'auto, puis il était quadraplégique. Fait qu'on dirait que je me sentais comme l'obligation de faire des choses parce que lui ne pouvait plus en faire. Fait que je me disais, si lui est quadraplégique, moi, je vais profiter de la vie au maximum. Je vais dire oui au Kilimandjaro. Fait que c'est quand même quelque chose, monter le Kilimandjaro. Même si on est bien encadré, même s'il y a des gens qui sont là pour nous aider, c'est un effort physique effroyable. C'est à tous les jours, c'est 12 heures de montée, de privation, de mal de partout, le corps mal. C'est dur au niveau des intestins. C'est vraiment là. Le sommeil. Dominique Carpin est venu au podcast. Tu dors il nous pas. parlait. Il dormait pas. On parlait juste de nos selles. C'est vraiment. Mais c'est parce que tu arrives à la base. Tu es en survie pratiquement. Tu es en survie, puis tu as mal, puis ça fait mal, puis tu parles de ça, puis ça dure 8 jours, puis tu montes, puis tu montes, puis tu montes. Puis... Mais aujourd'hui, on dirait que ça avait fait éloigner les frontières de ma peur. Tu sais, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, je repense à ça, puis ça me dit t'as fait le Kilimandjaro, tu peux faire ça. Comment tu te sentais quand tu es arrivé en haut? T'as mal partout. Moi, j'étais supposé... Il nous avait parlé qu'on allait arriver en haut, qu'on allait voir la rondeur de la Terre tellement qu'on était haut. On était à 7000 mètres, pas loin, 6000 quelque chose. Puis il y avait plein de nuages puis de la brume. J'ai jamais vu la rondeur de la Terre. Puis la chose que j'ai remarqué le plus, c'est qu'il y avait des mégots de cigarettes par terre. Il y a des gens qui fumaient une cigarette au sommet du Kilimandjaro, tu sais. Puis après ça, il fallait repartir. Puis on était là pendant le temps de prendre 2-3 photos. On ne le vit pas le moment vraiment. Ça, t'es pas en contemplation quand tu arrives en haut. Non, parce que tu sais qu'il faut que tu redescends. Ouais. Puis là, la descente est quasiment aussi pire que la montée parce que là, c'est tous les muscles qui t'ont pas fait mal te font mal parce que là, t'es en mode frein. Fait que là, tes genoux sont comme ça. Je me rappelle dans la tente, il y avait un gars qui m'avait fait venir pour me couper les ongles d'orteil parce que si tu te coupes pas les ongles d'orteil, tu peux te blesser en descendant parce que tes ongles vont rentrer dans ta peau. Puis tu vas saigner. Puis si tu as une blessure, tu pourras jamais redescendre. Fait que c'est un beau moment de fraternité masculine. Ça. Il m'avait coupé mes ongles d'orteil dans la tente au Kilimandjaro. Mais c'était pas mon préféré. Est-ce que tu as eu des regrets pendant ta montée de dire dans quoi je me suis embarqué? À chaque heure, je pense, je me disais qu'est-ce que c'est que je fais ici? C'est même pas ma personnalité, je sais pas pourquoi. J'avais accepté, comme je dis, naïvement. Puis je faisais des reportages pour Salut Bonjour à la radio. J'avais un téléphone satellite. Puis ma voix devenait comme une voix de bande dessinée. On est en train de monter tranquillement, ça va très bien. Ça ressemble à Guilla. Mais la voix devient un peu nasillarde. Comme moi, nasillarde. Puis je me rappelle à un moment donné, j'avais pleuré en plein reportage. En tout cas, c'était un des grands risques que j'ai pris avec mon physique pour le Kilimandjaro. Mais après, est-ce que tu as voulu faire d'autres montagnes, escalader d'autres montagnes? Morford maximum. Mais c'est tout un exploit. Moi, c'est vraiment. Il y en a qui trouvent ça un peu niaiseux parce qu'ils disent vous êtes pas aidés par des porteurs. Mais si on n'avait pas ces gens-là, on ne pourrait pas le faire. Les Africains, eux, ils gagnent leur vie en montant puis en descendant cette montagne-là. Puis physiquement, c'est très dur pour eux. Oui, mais aidé par des porteurs, je veux dire, tu l'as monté avec tes jambes. Ils nous portent pas, nous. C'est ça. Mais ils portent le bagage. Mais je comprends. Nous, on porte de l'eau. Mais sinon, tu l'aurais... Mettons, si tu l'avais pas fait, en ne pas le faire,
Ouais. Puis le faire avec des porteurs, d'après moi, le faire avec... Mais je pense que le faire sans porteur, ça doit être difficile. Ça se fait, mais ça te prend tout un équipement, puis c'est lourd. Ben oui, c'est ça. Mais là, toi, t'étais pas là pour prouver, t'étais pas en Non, performance. nous, on avait ramassé de l'argent pour cette usine de jus de fruits. Puis ils l'ont su, l'usine? Oui, puis maintenant, les mangues sont transformées en fruits plutôt que de pourrir sur le sol. J'ai jamais visité l'usine, mais je sais qu'on a participé à ça. Ça, c'est extraordinaire. On a amélioré la vie de certaines personnes dans un village à Cassamande, je pense, en Afrique. Fait que je suis très fier de ça. Puis est-ce que tu as revu les gens avec qui tu as fait la... Je vois Marie-Josée Primo, celle qui était à ce moment-là une dirigeante de TELUS, qui est maintenant qui a tout décroché, qui est devenue peintre. Je pense que tout le monde, ça nous a un peu ouvert l'esprit, le Kilimandjaro. Puis elle est dans le Vieux-Montréal, elle fait des toiles magnifiques. Alors, Atelier Primo, très bonne, très gentille. Puis c'est une vendeuse, une vraie bonne vendeuse. Allez pas là, vous allez sortir avec une toile. Ben, t'as vendu le Kilimandjaro. Elle m'a vendu le Kilimandjaro, oui. C'est quand même pas rien. Puis on était des cobayes en plus parce qu'on y analysait si on était capable de faire... Ils nous avaient mis des suces un peu partout sur le corps pour tout analyser nos fonctions vitales pendant qu'on montait. Fait que je dormais avec des suces dans le front, dans ma petite tente en plus. OK, pour voir comment pour analyser mon cœur pendant mon sommeil puis ma réaction à l'altitude. Pour permettre à des gens de savoir d'avance s'ils vont avoir des problèmes. T'as-tu eu le mal d'altitude? Moi, ça allait bien. J'ai été chanceux, je réagissais bien. Puis je me souviens, la dernière journée avant d'arriver au sommet, là, on était à niveau du glacier. Puis là, on entendait des sons de misère. Oh! Un peu partout. Ils se promenaient avec des bonbonnes d'oxygène pour aider certaines personnes qui allaient vraiment pas bien. Puis j'ai vécu une des périodes... cette étape-là, là, ça a été très, 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 très difficile. Parce qu'il faisait -8, -9. Puis c'était humainement, là, tu te poses beaucoup de questions. Là. J'ai souffert beaucoup, mais je me suis ramassé. On avait mal au ventre. Je comprends. Puis je suis allé. Il y avait comme une place où on allait pour s'exécuter. Puis je m'étais assis dans l'exécution de la personne d'avant. J'étais revenu dans ma tente puis je pleurais. En m'essuyant avec des boîtes one. Alors, si ça vous tente d'aller au Kilimandjaro, vous allez vivre des belles expériences comme ça. Mais t'es fier de ça. Oui, ben écoute, c'est une expérience de vie. Oui. Mais qu'est-ce que ça a changé quelque chose en toi après? Ma peur, comme je disais, les frontières de ma peur ont reculé. Maintenant, là, je relativise parce que je me dis toujours que ça peut pas être pire que le Kilimandjaro. Je me revois sur ma petite planche le soir à -8. Oh, ça te donne-tu le goût d'y aller? Non, pas du tout. J'avais pas le goût avant. J'ai vraiment pas le goût. Moi, je vais aller faire du jus d'orange. Va pas là. Je vais aller dans le petit village. Va dans le spa là, qui commandite. Le spa Eastman, je pense que c'est beaucoup mieux. Alors, j'aimerais ça que tu me donnes 3 questions dans les rouges rebondis. Là, c'est les rouges, ça, c'est les plus personnels. Oui, personnels. Et là, je vais te dire une affaire, j'ai ri beaucoup. On se demande qu'est-ce qui peut être plus personnel que ce que je viens de raconter. Je pense qu'avec toi, on va changer les couleurs. Je me suis assis dans l'exécution de la personne. Je l'ai bien phrasé quand même. Mais t'as dû capoter quand même. Puis on était coloc dans la tente avec Marie-Josée. Fait que c'est sûr que quand je suis revenu... C'est la première fois que quelqu'un raconte ça ici. Je le raconte dans mon livre aussi. Oh mon Dieu, moi, j'ai pas lu ce bout-là. Oh mon Dieu, mais c'est tellement drôle. C'est épouvantable. Ah, c'est tellement drôle. OK, tu m'en donnes 3. OK, moi, je te donne tout. Moi, je brasse puis je te donne tout. Je suis ouvert. Là. Mon livre est... Là, t'es vraiment... T'as repoussé les limites. Mon livre est ouvert. 1, 2, 3. Mon Dieu, que j'ai trop ri, là. OK. Il faut que je te fasse pleurer. C'est ça, là, tu me fais rire. Sur quel événement de ta vie aurais-tu souhaité que le temps s'arrête? Tu sais, quand ça veut dire que tu étais confortable. Est-ce que tu t'es déjà rendu au bout de tes limites physiques ou psychologiques? Quel est le deuil le plus difficile que tu aies eu à faire? Ben, écoute, on va faire comme Xavier Dolan, je vais prendre mon temps. Prends ton temps, fais comme Xavier.
Ben, j'ai plusieurs deuils que je pourrais te parler. Le deuil les limites psychologiques aussi, ça m'intéresse. Je vais prendre les limites psychologiques. OK, vas-y. Ben, quand j'ai fini mon expérience, à tout le monde en parle, après 17 années et demie, je pense que j'étais rendu à la limite psychologique de ce que je pouvais donner. J'étais usé par toutes ces années de controverses-là. J'étais plus l'ombre de moi-même. J'étais comme un joueur de hockey qui veut pas accrocher ses patins, là. Tu sais, qui pense qu'il va sortir de sa léthargie, puis qu'il va recompter des buts, puis qui va faire son tour du chapeau, puis qu'il va s'en retourner. Mais tu sais, les 2 dernières années, j'aurais peut-être pas dû les faire. J'aurais peut-être dû lâcher avant ça. Mais on dirait que, comme j'étais un gars de gang, j'étais pas capable d'abandonner la gang, j'étais pas capable d'abandonner le bateau pendant qu'il était encore en mer. J'étais pas capable de me tirer en bas du bateau. Je me donnais je me disais non, il faut que tu continues, il faut que tu ailles au bout de l'expérience, mais j'aurais dû arrêter. J'étais plus bon, j'étais plus nécessairement la bonne personne pour faire le travail. Quand tu dis que t'étais plus bon, à quel niveau t'étais plus bon? J'osais plus parler parce que j'avais tellement été écorché par les médias sociaux, par les réactions des gens, que j'étais devenu que je me censurais. Je me tournais la langue 22 fois avant de parler. Ce qui est absolument pas bon pour l'humour. Là. Non. Ça tue le punch, mettons. Oui, mais c'est sûr. Parce que tu pensais à ce que les autres... Ben, j'avais toujours peur. Tu avais le regard des autres tout le temps. J'étais terrorisé sur mon petit banc, à avoir peur de ce que je vais produire comme prochain scandale. Fait que quand est arrivée la pandémie, où l'émission est tombée en direct, pas de public, là, ça a été ça qui m'a rachevé, qui m'a tué. Comme je dis, j'aurais dû partir avant. Mais là. Qu'est-ce qui était le plus difficile à ce moment-là? Ben, c'est parce que c'était 6 sujets extrêmement sérieux. On était tous en pleine crise d'anxiété collective. Les invités étaient terrorisés. Tout le monde était terrorisé. Tu te rappelles l'ambiance générale de la pandémie? On était dans les couloirs, on n'avait pas le droit de se parler. On était enfermés dans nos loges à manger nos petits sandwichs. Tout ce qu'on aime dans le métier de la télévision n'existait plus. La collégialité, les jokes de gang. La spontanéité, il y en avait plus. Là, c'était combien qu'il y a eu de morts cette semaine, les CHSLD, les vaccins. Puis moi, je suis là pour détendre l'atmosphère. Fait que, c'est comme à chaque fois que je disais de quoi, c'était un malaise. Il n'y avait pas de public pour rire. Mon rôle n'existait plus. En plus que moi, je dirais qu'il me manquait une jambe et un bras, là, déjà. Puis là, la pandémie arrive. Fait que j'étais comme un homme tronc à l'écran. Je ne sais pas comment. Je pense que j'ai pas revu d'épisode parce que je pense que mon traumatisme est très grand. Puis je pense que me revoir là, assis sur le banc, me procurerait probablement un très, très grand malaise. Fait que je pense que là, j'avais atteint la limite psychologique de ce que je pouvais atteindre. Comment ça s'exprimait chez toi, mettons, avant d'arriver en Ça studio? commençait, moi, là, j'avais un crescendo d'angoisse qui passait le dimanche en direct. Fait que je commençais mon crescendo d'angoisse, mettons, le mercredi matin. Là, ça montait. Puis là, c'était toutes des idées noires, puis ça va mal, puis je suis pas bon, puis j'ai, tu sais, la perte de confiance totale. Puis là, il faut que je sois là dimanche. Puis là, le samedi soir, dors pas. Là, j'arrive là le dimanche, il faut fronter. Puis en plus, il n'y a pas de contacts sociaux, tu es tout seul. Un cauchemar. Là. Tu sais, j'ai vraiment vécu un cauchemar. Puis là, je me rappelle de la voix de Guy qui me présentait, puis Diane, puis Guy qui disait toujours « Comment ça va, Danny? » J'avais juste le goût de dire « Ça va très, très mal, mais tu peux pas dire ça à la télé. » Fait que je frontais. Puis je parlais pas aux autres non plus. J'aurais dû exprimer mon malaise plus à mon équipe, mais je l'ai pas fait. Fait que Penses-tu que t'avais un début de dépression? Ah ben oui, je m'en allais vers ça. Je m'en allais vers pas un surmenage, mais une fatigue psychologique très, très grande. Comment on peut mettre un mot? Parce qu'on s'isole habituellement. T'sais, on était déjà isolés. On était confinés. Puis en plus... J'étais confiné dans mon problème. J'étais confiné. Puis je me rappelle que les journées étaient toujours les mêmes. J'avais l'impression d'être dans le jour de la marmotte. Un peu tout le monde a vécu une période difficile. Oui. Moi, j'ai trouvé ça très difficile, la pandémie. Puis c'était l'aboutissement de mon périple, à tout le monde en parle, que j'ai adoré faire, cela dit. Mais mon départ a été pour moi très difficile. Puis une fois que tu as annoncé ton départ, là, comment tu t'es senti? Ben, ça a été long parce que c'était un deuil, parce que là, un autre deuil.
Parce que, tu sais, toute cette gang-là avec qui j'ai travaillé tout ce temps-là, je l'ai aimé, moi, je les aimais, ces gens-là. Là, tout à coup, je les vois plus. Puis tout à coup, plus de contact avec personne. Fait que, tu sais, tranquillement, c'est une désintoxication de ce rythme-là, qui est quand même le fun aussi parce que tu es toujours dans le coup, tu lis les nouveaux livres, tu vas voir les spectacles, tu reçois des choses en primeur, tout ça est le fun, tu es dans le coup. Mais là, tout à coup, du jour au lendemain, ben, tu es dans ton sol à regarder tout le monde en parle. Fait que là, mais il y avait un avantage, je pouvais muter Guy avec la télécommande. Non, mais tu sais, j'ai eu des moments un peu sombres là, pendant tout ce temps-là. C'était une reconstruction. Puis c'est l'écriture qui m'a aidé, vraiment. Parce que là, je me cherchais un os à laquelle m'accrocher, quelque chose. Fait que tranquillement, j'ai commencé à écrire ma bio, qui était un choix de sujet le plus facile parce que c'est ce que je connais le plus. Fait que j'ai dit, je vais commencer à écrire parce que j'ai toujours aimé écrire. Fait que l'écriture m'a tranquillement redonné confiance, redonné goût à faire d'autres choses. Mais ça a été une période sombre. Puis est-ce que, tu sais, aujourd'hui, quand tu regardes ça, est-ce que tu penses que tu vas faire la paix? Est-ce que tu as fait la paix avec ça? Ou J'ai fait la paix avec ça. Oui, maintenant, oui. Ah oui, absolument. Parce que je l'ai écrit dans un livre. Ça m'a fait du bien. Ça fait du bien, écrire ça. Ben c'est oui, salutaire. c'est thérapeutique, tu sais, puis ça coûte moins cher qu'un psychologue. Puis les gens payent pour lire ta thérapie. Mais est-ce que tu as consulté? J'ai déjà consulté, mais pas pour ça. OK. Mais des fois, j'y pense pour un peu vraiment là, terminer l'épisode puis ne plus penser à ça. Mais là, depuis que je suis venu ici, je vais être correct, je pense. Pas besoin de consulter. Tu vas être aligné. Non, mais non, je pense que c'est correct. Je pense que ça va bien. Je pense que ça va bien. Déjà, c'est contradictoire, mais ça va bien. Je vais beaucoup mieux, mais ça a été une longue remontée de la pente après mon départ. Et comment les gens, quand les gens te croisent ou quand ils te croisaient à ce moment-là, ceux que tu pouvais voir, qu'est-ce qu'ils te disaient? Tu parles de mon entourage ou des gens dans la rue? Ben, des gens dans la rue, si t'en voyais, qu'est-ce qu'ils pensaient de ton départ? Moi, je suis très chanceux. Moi, je reçois de l'amour là, au quotidien. Des sourires avec des bonjours là, chaleureux, j'en reçois constamment. Pas à Griffintown, parce que c'est tous des Anglais. C'est là que t'habites. mais est-ce que ça mettait un baume sur tout ce qui s'est passé? Oui, tout le absolument. monde en parle. Tu sais, oui, tu avais les réseaux sociaux, mais les gens de la rue, ceux qui sont francs, tu sais, c'est-à-dire que ceux qui disent... En pleine face, là. Parce que habituellement, mais non, ils sont pas là. Eux autres, ils te parlent pas, eux autres. Non. Là. Mais non, moi, j'ai reçu là, des tonnes d'amour. Puis encore aujourd'hui, les gens partout me parlent, qui s'ennuient de moi, qu'il n'y a jamais personne qui va me remplacer. Puis je trouve ça cute, puis je trouve ça le fun. Puis c'est flatteur. Ça flatte l'ego. Absolument. Puis c'est bon. Puis on est des personnages d'ego aussi, là, parce que l'ego, ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Mais ça en prend de l'ego. Ça en prend un peu là, pour avoir l'ego. L'estime de soi, mais jusqu'à une certaine limite. Il faudrait établir c'est où la limite. Mais c'est ça. Puis ces gens-là m'aident beaucoup. Puis ça me fait du bien de me faire dire qu'on s'ennuie de moi. Puis là, je leur dis toujours, achetez mon livre. Vous passez-vous des vieilles cassettes. Ça, ils trouvent ça bien drôle. Mais est-ce que là, tu fais les salons du livre, j'imagine? Salon du livre, bibliothèque, c'est simple, c'est facile. Tu dois aimer ça. C'est du 101. Je connais très bien. Je suis très bon là-dedans parce que La Petite Séduction m'a rendu un maître dans le 101 parce que je rencontrais des gens comme ça au quotidien. Fait que c'est le fun. Puis au Salon du livre, les gens se livrent. C'est vraiment impressionnant. Des fois, là, les gens se sont toujours livrés à moi depuis très longtemps parce que je suis gay, j'imagine. Fait qu'il y avait toujours des commentaires, des confidences. Puis au Salon du livre, là, les gens arrivent devant ton kiosque. Puis là, en quelques minutes, ils vont te raconter l'essentiel de leurs problèmes, de leur vie et tout. Fait que des fois, c'est troublant, là. Une madame qui pleure devant moi au Salon du livre parce qu'elle me raconte que son fils est gay, mais que lui veut pas s'accepter, mais que ses parents veulent. Tu sais, il y a plusieurs problématiques. Eux, c'était complètement autre chose. Eux, ils disent, vas-y, sois gay, tais-toi, sois en amour. Puis le gars veut pas. Tu sais, c'est une autre problématique. Fait qu'elle pleurait en pensant à son garçon. Des témoignages de même, j'en ai reçu là, à chaque village où je suis allé, partout. C'est ce qui a meublé mon roman, d'ailleurs. C'est une histoire qui vient de tout ce que j'ai entendu. Donc, toi, ça continue avec les salons du livre. Oui, les salons du livre, parce que je trouve qu'être auteur, puis avoir un livre, c'est ça qui est extraordinaire. Ce contact direct-là de personne par personne, je veux dire, il y a pratiquement juste les livres qui offrent ça, les salons du livre. Ce qui est beau avec un livre aussi, c'est qu'il continue sa vie. Là. Je veux dire, lui, là, si la madame ou le monsieur le lit, puis il l'aime, il l'envoie à quelqu'un d'autre, fait comme une course à relais.
Tout le monde se passe le livre. Puis là, tranquillement, à tous les jours, j'ai des courriels de gens qui lisent l'autre ou le nouveau. Fait que c'est pour ça que l'avenue du livre me semble intéressante. Parce qu'on dirait que ça aussi, tout ce que j'ai appris dans ma carrière, qui a quand même 40 quelques années, on dirait que l'écriture, c'est tout ce que j'ai appris. Cette question-là, là, je sais que tu ne l'as pas choisie, mais quand même, je voulais savoir, tu sais, par rapport à Dominique qui est mort. Tu sais, des deuils, tout le monde en a dans sa vie. Oui, hein. oui. Ça fait malheureusement partie de la vie. Oui. La mort est un concept à revoir, mais qui est difficile à changer. Les deuils, c'est constructif, c'est dur. Le départ de Dominique a été une épreuve. Ça fait déjà 9 ans, 8 ans, le temps file. C'est incroyable. Je me rappellerai toujours de ce moment-là dans ma voiture le 20 décembre. Je m'en vais au Saguenay pour fêter ma mère le 21 décembre, qui s'appelle Noëlla. Et le téléphone dans mon auto sonne, c'est Pascal, la blonde de Dominique. Elle est au Honduras. Puis elle me dit, ben Danny, là, il faut que je te le dise, Dominique est mort. Bang, pouf, j'apprends ça de même. Il a fait de la plongée sous-marine, il a fait une crise de cœur. Elle a dit, son corps est dans un camion, puis ils vont le rapatrier sur le continent. Il était sur une île à aller faire de la plongée. Il faut que tu assimiles tout ça en quelques secondes, là. C'est un. Tu sais, se faire arracher quelqu'un, là, c'est comme. Ils sont venus le chercher, je sais pas qui, là, mais c'est dur. C'est rough. C'est dur pour les gens qui restent. C'est dur pour les gens qui continuent. Mais Dominique, il est toujours là. Tu sais, j'ai une partie de ses cendres sous un arbre à Magog. Et je suis obligé de changer l'arbre à tous les années. Ils meurent tous. Pour vrai? Oui. Ses cendres sont toxiques. Les chevreuils viennent manger. Mais ça te ses fait du arbres. bien de le savoir là. Ben oui, mais j'ai toujours une rêve. J'ai même mis comme une pierre tombale, qu'il y a juste moi qui sais que c'est une pierre tombale. Là. Fait que je passe en avant, puis les souvenirs sont là. Les souvenirs sont là. On a été 30 années ensemble à travailler, à habiter un au-dessus de l'autre. Aussi, c'était mon voisin d'en haut. C'est comme mon frère, mon mentor en même temps aussi. Parce qu'il t'a enseigné. Il m'a enseigné au cégep. On a commencé, tu sors de l'adolescence, tu rencontres cet adulte-là qui s'intéresse à toi, puis qui te trouve bon, puis qui te donne confiance en toi. Lui, il était plus vieux, il avait comme 15 ans de plus que nous. Nous, on avait 18, 20 ans. Lui, il avait 35 ans. Fait que c'est tout au long de ma vie, ça a été comme la personne qui m'a suivi. Il m'a appris à jouer au Scrabble. Il m'a appris, on a fait 2000 shows ensemble. C'est pas rien. Avec là. le groupe sanguin, 2000 L'évêque Turcotte. L'évêque Turcotte, oui. Le groupe sanguin, l'évêque Turcotte, 2000 shows. On a fait toutes les pousses d'asphalte au Québec ont été foulées. Fait que Dominique, c'est une personne majeure dans ma vie, au même titre que mon père, je te dirais. Fait que c'est sûr que son départ... à quel moment il te quel manquait grand le vide. plus? Ben là, après 8 ans, on se calme, là, mais tu sais, il me manque le plus quand je joue au Scrabble. J'ai besoin d'un adversaire. C'était le meilleur au monde. Il me manque le plus pour quand ça allait pas bien. C'est Dominique que je pouvais appeler. Dominique était toujours là quand ça allait mal. Il pouvait venir me secourir n'importe où. En plein, tu sais, un ami, là. Ouais. Quand il t'arrive un grand malheur, tu sais c'est qui tes vrais amis. Oui. Puis Dominique en était un. Je me rappelle des histoires avec Dominique, j'en ai des tonnes. À un moment donné, j'avais barré du dos. Là, j'étais couché à terre dans mon appartement, puis je pleurais, puis j'avais réussi à me rendre au téléphone de misère. Puis là, Dominique était descendu, puis j'étais couché par terre, puis je pleurais, puis il avait fait « Donne la patte ». Il avait un humour redoutable. C'était un être torturé aussi. Il souffrait beaucoup, Dominique. Tout était compliqué pour lui. Je me demande s'il n'était pas Asperger, mais qui n'a jamais été diagnostiqué. Parce que c'est un cerveau qui roulait là, plus vite que tout le monde. J'ai l'impression que tout son corps roulait plus vite que tout le monde, puis ça a peut-être même causé sa mort parce qu'il était usé. Il était stressé, là. Fondamentalement, c'est une personne qui faisait de la recherche constante. Il fallait toujours que ça fonctionne, son cerveau. Il aurait pu être un chercheur pour trouver le cancer. Je suis certain qu'il aurait trouvé le remède du cancer, mais malheureusement, il s'est en allé en humour. Mais c'est ça, Dominique, je pourrais en parler pendant 4 jours, mais il est parti. Il est parti jeune, 63 ans. Il y a 3 enfants. Le beau Néo que je vois pas,
parce qu'il y a eu des chicanes avec sa blonde Pascal. Je vois sa fille Rosalie de temps en temps. Puis elle me fait vraiment penser à son père, c'est effrayant, là. Un peu la torture mentale du père, les beaux grands yeux, là, je vois Dominique dans elle. Fait que il est présent, il est toujours présent, il est en moi, il est en elle, il est dans les milliers d'étudiants qu'il y a eu. Il était professeur de théâtre. Tout le monde a des souvenirs de Dominique, tout le monde m'en parle régulièrement. Fait que il va être là jusqu'à ce que ce soit mon tour de mourir. Ça le garde vivant. Ouais. Aussi d'en parler. Ouais. Le niveau Eros et compagnie. Oh, là, j'en choisis 7. Non, comment je vais t'en faire choisir? Ça, c'est très aléatoire. Je le décide. Tu peux m'en donner 4. C'est beaucoup. Ben oui, tu vas en choisir une. Non, mais t'en choisir une. Là. Sur l'érotisme. Mais tu vas voir, séduction, c'est pas si pire que ça. Là. On n'est pas dans les combien de fois tu te masturbes par semaine. Mais si tu veux aller là, on va te suivre là-dedans, mais on n'est pas là. On n'est pas là. C'est comme tu veux. C'est très intime jusqu'à maintenant. Fait que, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur la sexualité à 20 ans? Est-ce que la sexualité est un sujet tabou dans ta famille? Es-tu à l'aise avec la nudité? Quelle place accordes-tu à l'intimité émotionnelle au sein du couple? Ben, je trouve ça drôle, la question, es-tu à l'aise avec la nudité? Parce que je suis pas à l'aise du tout. Ah non? Ben, je suis très prude, moi. Je viens d'une famille prude. J'ai jamais vu mes parents tout nus. C'était pas dans l'air du temps. Une fois, mon père, dans l'escalier vers la douche, qui voulait avoir une serviette, puis il avait sa main comme ça. C'est tout le seul souvenir que j'ai vu mon père ou ma mère, je l'ai jamais vu nu. Fait qu'on se promenait pas nu dans la maison. Ça faisait pas partie de ce qu'on était. Fait que ça m'est resté. Tu vois, comme à l'enfance, ça marque quand même. Hein? Ça m'est resté. Fait que je suis très prude, moi, à ma piscine, là. Je vais me baigner tout nu quand je suis tout seul ou avec mon chum, mais tu sais, jamais, là, dans un camp de nudiste, là, je serais jamais capable d'être là sans me sentir très mal. Peut-être la première demi-heure, peut-être que je finirais par, quand t'en vois d'autres. Toi, es-tu à l'aise avec la nudité? Pas en tout. Moi non plus. Mais Ariane m'a fait, là, elle essaie elle m'écrit des fois parce que, tu sais, Ariane est venue ici, puis elle disait que, tu sais, elle était très à l'aise avec ça, puis elle n'a pas arrêté de se faire inviter pendant l'été dans des campings nudistes. Parce qu'elle avait parlé de ça? Oui, puis à toutes les femmes m'envoyaient, ça tente-tu de venir avec moi? T'es-tu malade? Mais j'ai pas cette ouverture d'esprit-là, si on peut appeler ça comme ça, où j'ai comme une barrière psychologique. Peut-être qu'il faudrait juste que je casse la glace, puis que j'aille. Ah, puis, tiens. Ah oui, donc. mais est-ce que tu as l'impression que ça t'apporterait plus de liberté comme... Ben, peut-être pour le lâcher prise, pour quelque chose... psychologiquement, il doit y avoir quelque chose quand même de salutaire de le faire pour s'accepter le corps vieillissant, d'accepter les formes qui sont pas correctes, parce que j'ai 60 ans, là, tu sais, je suis pas jeune premier. Puis, mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment le goût de le faire? Pas tant. Il aurait fallu que je le fasse plus jeune, peut-être. Mais moi, mes amis qui ont été dans les camps nudistes sont encore qu'il y avait des familles avec lesquelles la nudité... Comme Stéphane Rousseau, il a passé son enfance dans les camps nudistes. C'est ça, tu sais, souvent, moi, les amis que j'ai, ça leur apporte... On dirait qu'ils n'ont pas de barrière. Tu sais, il y a quelque chose quand même... Je trouve. Puis ça se répercute sur d'autres parts de leur vie. Ils sont bien avec leur corps. Puis j'ai l'impression, là, peut-être que je me trompe parce que je suis jamais passée par là, mais qu'ils jugent moins les corps des autres aussi. Ben, parce qu'à un moment donné, là, quand tu te rends compte qu'il y en a d'autres qui te ressemblent un peu, puis qu'il y a des gens qui sont pas... Eux, ils sont pas gênés d'être tout nus, puis ils sont pas mieux que toi. Oui, puis... Fait que ça finit par... Il paraît que tu finis par même plus voir personne. C'est que tout le monde est... Puis je le comprends, le plaisir d'être tout nu, parce que quand moi, je suis un nageur. Je nage tout nu, puis j'aime ça. Là. Tu veux dire, il y a une liberté là, que t'as pas idée. Quand tu le fais, tu te rends compte que oui, c'est vrai que c'est agréable d'être tout nu dans la piscine et de nager. C'est que tu vas le faire si t'es toute seule ou... Tout seul. Moi, j'ai fait pousser des arbres tout le tour pour que personne ne voit. Non, mais je suis quasiment en forêt, là. Ça fait que personne ne me voit. Ça fait que de temps en temps, un chevreuil se lève la tête. Fait que t'es correct. Mais tu vois, c'était pas si pire niveau Eros et compagnie. Non, c'est pas si pire. C'est parce que, regarde, tu vois, on peut aller... Tu vois que le tabou dans ta famille, la sexualité, c'est pas quelque chose dont on parlait. Mais il y avait beaucoup d'humour sur la sexualité, mais pas... tu sais, j'ai jamais consulté ma mère sur la sexualité, par exemple. Ou encore moins mon père, Seigneur. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Mon père, je sais pas, il aurait perdu connaissance. Qu'est-ce que... regarde, c'est là, quel souvenir gardes-tu de ta première fois?
Écoute, la première fois, c'était quoi ma première fois? J'ai eu plusieurs blondes avant Je de pensais faire qu'elle ma disait première. j'ai eu plusieurs premières fois. Non, mais j'ai eu plusieurs blondes, mais avec mes blondes, ça se rendait jamais plus loin que le French. On Frenchait OK, parce que tu as sérieusement. eu des blondes avant. Ben, 14-15 ans. Tu sais, dans le temps qu'on French, là, sans irriter la bouche, là, Oui. on sortait de la cabane en arrière de chez nous. On était rouge, vif, fuchsia. Mais ma première fois, ben, je pense que c'est avec Émile, mon premier amour. Je me rappelle très bien que c'était... C'est drôle parce que Dominique Lévesque était notre professeur de théâtre. Il y avait un appartement dans un sous-sol pas loin du cégep. Puis il nous avait donné la permission d'aller chez eux pour se voir, Émile et moi, parce qu'il savait qu'on... Puis on avait eu de quoi dans le salon en bas chez Dominique. Pour te dire comment que la relation avec Dominique date de longtemps. On avait 18 ans. Lui, il avait 35, puis il nous donnait la clé de son appartement pour aller chez eux. C'est notre professeur. Fait que je pense que c'était avec Émile, puis j'ai un très beau souvenir de ça. C'était une révélation, si on peut dire. Comment tu t'es senti après ça, quand ça vient confirmer? Parce qu'en plus, je l'avais cruisé longtemps là, avant que ça fonctionne. Là. Ah oui, ça n'a pas été. Il était même pas gay. Ben, je veux dire, il était gay, mais il l'avait pas dit non plus à personne. Fait que tous les deux... On était dans la même dynamique. Là. Moi, je m'étais inscrit à l'improvisation juste pour me rapprocher de lui. Parce que je le trouvais tellement beau. Puis l'improvisation ne m'intéressait pas du tout. Là. Je voulais juste être proche de lui. Puis finalement, j'avais eu raison parce que ça a fonctionné. C'est drôle parce qu'on se voit encore aujourd'hui. C'est mon ami, il fait des films. Émile Godreau, c'est lui qui fait... plein de films d'humour au Québec. Là. Il l'appelle le roi du box-office. Puis ça a duré combien de temps, cette relation-là? On a été ensemble, je te dirais, 1 année et demie, 2 ans. Là. En même temps qu'on était dans le groupe sanguin. Puis après ça, lui, il m'a quitté. Là, ça a été une peine d'amour effroyable qui a duré pendant plusieurs années parce qu'on se voyait tous les jours. Fait que c'est dur d'être en peine d'amour avec quelqu'un que tu vois tous les jours, que tu travailles avec lui. Ça a été très déchirant. Puis j'étais très désagréable envers lui aussi. On en a reparlé de ça. Là. Je lui ai fait payer pas mal. Fait que, ben, c'est ça. C'était mon premier amour de ma vie. Puis la première fois que j'ai fait l'amour, c'est avec Émile. Ça aussi, c'est une belle histoire dans ton... Oui. Tu sais, il y en a des fois, la première fois, c'est pas... Non, mais nous autres, c'était très agréable. Ça venait confirmer aussi quelque chose. Oui. Dernière question, Dani. Opto Réseau, elle l'amenait. Attendez à cette question-là. As-tu les yeux? C'est quoi ta faiblesse au niveau des yeux? Moi, je suis myope. Ça, c'est écrit en gros sur mes cartes. Moi, je suis presbyte. C'est presbyte, donc ça, c'est de loin. Ouais. Ça, moi, je suis plus... Depuis que je suis myope, je suis presque plus presbyte. Ça s'est réduit. Et toi, tu portes pas de lunettes? Pas pour lire, non. Ah non. Quand même, t'es chanceux. J'ai pas... Ben, juste un peu pour conduire le soir. Tu sais, dans le sens, chanceux de ne pas en avoir besoin. Moi, j'en ai, ils sont tout le temps là. Mes lunettes, je veux dire, je suis plus capable de lire pantoute. Là. Mais tu sais à qui tu parles. Non. C'est pas C'est Danny. Ah, c'est Danny! Ben oui, c'est écrit ton nom, parce que si je l'avais pas écrit, je ne le saurais pas. Alors, mais un jour, dans le fond, tu as des lunettes. Donc, Opto Réseau, tu peux en avoir besoin. Quand tu regardes dans le rétroviseur de ta vie, que souhaiterais-tu dire au jeune Danny? Ben, je trouve que ça s'est bien passé. Je trouve que ça se passe bien. Je pense que j'ai fait les bonnes choses. Mon instinct est fort, moi. Je suis chanceux, j'ai un bon instinct qui m'a toujours guidé sans vraiment que je me rende compte vers les bons projets, les bonnes personnes, prendre les bonnes décisions de carrière. Fait que je pense que je dirais au petit Danny, fais confiance à ton instinct. Il est très bon. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ça te prend un plan de carrière, il faut que tu fasses ça de telle façon. Si tu écris un roman, ça te prend un plan, il faut que tu saches où tu t'en vas. J'avais pas de plan quand j'ai commencé mon roman, puis j'avais pas de plan quand j'ai commencé ma carrière, puis ça va bien. Fait que je pense que l'instinct du petit Danny était bon, puis je pense qu'il l'est encore. Fait que je dirais au petit Danny, va ton chemin, petit bonhomme. C'est beau, va ton chemin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Danny? Ben, tout simplement d'être heureux. Moi, c'est ce que je cherche. C'est une quête perpétuelle. Passer des bons moments, avoir des amis. J'ai pas de plan de carrière. Je veux pas... je rêve pas d'avoir un show à la TV, de faire ci, de faire ça. Je suis chanceux, j'ai fait plein de choses intéressantes. J'ai été prudent financièrement. Fait que je peux me permettre maintenant de faire ce qui me tente. Fait que
continuer comme ça. Puis essayer de profiter de chaque année, de chaque jour pour avoir du plaisir puis connaître le plus de choses possible. Je suis très curieux. Puis faire attention à ma santé. Puis essayer de faire attention, mais ça, tu contrôles même pas ça non plus. On n'a pas beaucoup de contrôle sur nos vies, hein? Je veux dire, c'est bien beau de dire je fais attention, j'essaie de bien manger, j'essaie de bien dormir, pas trop boire, faire ci, faire ça. Mais tu peux aussi bien attraper quelque chose, un cancer tout à coup. Fait je mets ça entre les mains du bon Dieu. Puis t'as dit que tu y croyais pas tantôt, mais c'est correct. J'y crois pas pantoute. Je suis ce que t'as dit, là. Non, mais le destin, on sait pas... C'est-à-dire que tu fais attention à ce que tu peux contrôler. Ouais. Puis le reste, ben... Ça m'appartient pas. Non, fait qu'il faut profiter de la vie. Mon ami André, il a eu un accident d'auto, il avait pas prévu. Fait que Dominique s'est noyé, il n'avait pas prévu. Et même s'il avait fait attention à lui, ça n'aurait pas changé grand-chose. Fait que faut que tu profites du moment présent. Voilà. Ben, merci beaucoup, Dany Turcotte. Merci beaucoup. Très agréable. On a-tu fait 2 heures? Ben, quasiment. Je pense que oui. Pas loin de 2 heures. Et il est rendu 3 jours et demi plus tard. C'est plus long que le Kilimanjaro. Oh mon Dieu. Eh ben, merci, puis merci à tout le monde d'avoir été là et on se dit au prochain podcast. Bye bye. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être. Les jeux de table Ouvre ton jeu édition originale et édition couple sont disponibles partout en magasin et sur randolph.ca.